Cercle France-Amérique est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence consacrée à un thème à la fois fondamental et d'une activité brûlante, États-Unis et État de droit un an après. Cette conférence fait suite à celle organisée il y a tout juste un an ici à France-Amérique sur le thème « Les États-Unis sont-ils encore un État de droit ?» Je tiens à remercier nos partenaires qui ont été précieux pour la tenue de notre réunion, le Club des juristes avec son directeur, le professeur Nicolas Malfessi, l'Association nationale des docteurs en droit et le barreau de Paris. Et je voulais vous signaler que le Club des juristes, dont plusieurs membres éminents devaient être là ce soir, mais comme ils ont un podcast, ils ne seront pas là, vient de lancer avec Laurent Neumann une nouvelle chaîne YouTube qui est dédiée au décryptage juridique de l'actualité à travers le prisme du droit. Alors, l'État de droit constitue l'un des piliers essentiels des démocraties contemporaines. Il repose sur des principes structurants, la primauté de la Constitution, la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice, ainsi que la garantie des droits et libertés fondamentaux. À cet égard, les États-Unis occupent une place singulière dans l'histoire et dans la théorie politique, souvent présentés comme l'un des berceaux du constitutionnalisme moderne. Ils ont longtemps incarné un modèle institutionnel influent, largement étudié, parfois imité et toujours débattu. Cependant, au cours des dernières années, et plus particulièrement au cours de l'année écoulée, ce modèle a été soumis à des tensions et à des interrogations profondes. Les évolutions politiques, les décisions juridictionnelles, les transformations du débat public et les rapports entre institutions ont suscité de nombreuses analyses, parfois critiques, quant à la robustesse et la résilience de l'État de droit américain. C'est précisément dans ce contexte que s'inscrit notre rencontre aujourd'hui. Un an après une période charnière marquée par des événements politiques majeurs, des recompositions institutionnelles et des controverses juridiques significatives, il nous a semblé nécessaire de prendre le temps du recul, de l'analyse et de la mise en perspective. L'objectif de cette conférence est donc double. D'une part, dresser un état des lieux de la situation de l'état des droits aux États-Unis aujourd'hui, et d'autre part, interroger les dynamiques de transformation, de continuité ou de fragilisation qui le traversent. Alors, pour aborder ces questions, nous avons la chance de réunir aujourd'hui des intervenants aux approches complémentaires. Leurs regards croisés permettront d'éclairer les enjeux sous différents angles. Alors tout d'abord, nous avons M. Fred Davis. Oh, c'est un Américain français. Ancien procureur fédéral, avocat au barreau de New York et Paris, et qui a commis un livre qui s'appelle American Criminal Justice, que vous trouvez sur Amazon, et qui est très intéressant pour ceux qui veulent savoir comment fonctionne le système américain sur le plan pénal. Nous avons Madame Anne Desine, qui est juriste, professeure émérite à l'Université de Paris-Nanterre, spécialiste des questions juridiques et de la Cour suprême, qui est aussi bien connue sur les plateaux de télévision, et qui a récemment commis un ouvrage sur les juges contre l'Amérique. Alors, le voilà. Vous voyez, c'est de la publicité, mais il est très bien, et il sera vendu, même dédicacé, à la sortie de la conférence. Voilà. Sur la capture de la Cour suprême par la droite radicale. Mais rentrez, cher ami. Vous avez ri just on time. Nous avons M. Julien Jeannet qui va modérer les débats, qui est professeur de droit à l'Université de Strasbourg, qui est membre de l'Institut universitaire de France et qui a écrit aussi un livre, Une fièvre américaine, choisir les juges de la Cour suprême entre le XVIIIe et le XXIe siècle. Et puis nous avons Madame Florence Lermite, qui est magistrate, conseillère à la Cour d'appel de Paris, et qui a été magistrat de liaison à Washington entre 2020 et 2024. Alors le magistrat de liaison, c'est le magistrat qui fait le lien entre la justice américaine et la justice française, et qui voit passer toutes les affaires pénales. J'en dirai pas plus, mais quand vous voyez 2020-2024, vous voyez très bien quelles sont les affaires pénales qui ont dû passer. Je tiens à les remercier chaleureusement pour leur présence et leur contribution à cette réflexion collective. Dans un contexte où les certitudes sont parfois mises à l'épreuve, où les équilibres institutionnels évoluent et où les principes fondamentaux peuvent être discutés,
il est plus que jamais nécessaire de maintenir des espaces de dialogue, d'analyse et de réflexion critique. C'est précisément l'ambition du Cercle France-Amérique et de cette conférence. Alors, je vous remercie de remplir à la fin de la conférence la fiche d'appréciation, ce qui nous permet d'améliorer la tenue et le contenu de nos conférences. La dédicace du livre de Anne Désine se fera après. Et puis, le programme de toutes nos conférences juridiques, culturelles et économiques est disponible sur notre site internet franceamérique.org. Et sachez que vous êtes toujours les bienvenus à France Amérique pour nos conférences. Et monsieur le professeur, je vous laisse avec plaisir la parole. Merci infiniment, Monsieur le Président. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de venir ici, de découvrir le Cercle France-Amérique à cette occasion. À l'occasion, je dois dire, au terme d'une année et demie qui a été d'une richesse toute particulière pour ceux qui s'intéressent à ce qui se passe outre-Atlantique. Et donc évidemment, lorsque la proposition nous a été faite collectivement de réfléchir un an après une première table ronde sur la question de l'état de droit, si j'ose dire, aux États-Unis, nous avons tous et toutes sauté sur l'occasion avec le grand plaisir de nous retrouver à l'occasion de cet événement. La question pourrait être abordée évidemment de mille manières différentes. C'est une question extrêmement large et nous l'avons souhaité telle pour faire en sorte de pouvoir y intégrer une diversité de sujets sur lesquels nous allons tous intervenir et nous souhaitons, n'hésitez pas, si vous avez des questions, levez la main, faites-nous signe, ce sera très intéressant de pouvoir aussi échanger avec vous. Alors on commencera peut-être par ce qui, sans doute, est le plus évident pour un observateur français, en tout cas, qui observe ce qui se passe outre-Atlantique, c'est le fait qu'à différents égards, la présidence de M. Trump semble constituer une rupture dans la longue durée des présidences américaines. On a vu des présidents avec des styles très différents, avec des pratiques différentes, avec des grandes questions constitutionnelles qui, au fil du temps, ont pu se poser. En l'occurrence, en quelques semaines, en quelques mois, nous avons vu un nombre de questions qui semblaient sans précédent à différents égards. Et peut-être que le nombre de violations, de méconnaissance de la Constitution a pu paraître à certains d'entre nous sans précédent. Et c'est sur ce point que j'aimerais commencer par interroger Anne Désine pour lancer la parole. Est-ce qu'il y a eu un nombre sans précédent de méconnaissance de la Constitution depuis le retour au pouvoir de Donald Trump ? Bonsoir tout le monde, je prends le micro qui marche parce que je suis toujours très méfiante pour la technologie. Donc merci à Jean-Luc de m'avoir réinvité parce que Fred et moi, nous sommes récidivistes, nous étions là il y a un an, mais nous sommes heureux d'avoir deux nouveaux partenaires cette année. Et je suis ravie, bien que ce que nous allons dire ne va pas être très très réjouissant, mais je pense qu'il vaut mieux essayer de comprendre que de se voiler la face en se disant que ce qui se passe outre-Atlantique est normal. Alors, Jean-Luc a parlé de la notion d'état de droit. Nous allons parler d'une autre notion, mais que je laisse pour un petit peu plus tard, qui est la notion de rule of law, de primauté du droit, qui est plutôt cette notion de nature procédurale, d'ailleurs, dont Fred et Florence vont vous parler, qui est importante. Moi, ce que je vais me contenter de faire, en un premier temps, c'est une sorte de catalogue, de façon peut-être à vous remettre en tête tout ce que nous avons écouté durant un peu plus d'un an, au point que finalement on ne sait plus très bien ce qui se passe, c'est très très difficile de s'y retrouver, etc. Et donc je vais essayer de regrouper ces violations par catégorie, si j'ose dire, par catégorie de violations, en distinguant en fait à la fois au sein de l'exécutif la mise en œuvre de ce qu'on appelle la théorie ou la doctrine de l'exécutif unitaire, c'est-à-dire que la présidence Trump dit tout ce qui relève de l'article 2, la présidence, je peux faire ce que je veux. Donc je peux limoger les fonctionnaires, je peux limoger les directeurs d'agence. Donc ça, c'est une catégorie de violation, ou en tout cas de dévoiement, de perversion de ce qu'est à l'origine l'article 2, et Fred va montrer une de ces perversions, qui est la façon dont Trump instrumentalise le département de la justice et les poursuites, les US Attorneys. Et l'autre chose, c'est en fait une sorte de catalogue des attaques contre les autres institutions, et en particulier les contre-pouvoirs. Donc le premier contre-pouvoir dans la Constitution, parce que
bon, il y a souvent beaucoup de, disons, allez, on ne va pas dire de sottises, mais d'imprécisions sur la Constitution américaine. Elle est bâtie essentiellement pour empêcher la tyrannie autour de deux mécanismes qui sont le fédéralisme, c'est-à-dire un partage de compétences entre le niveau fédéral et les États fédérés, et deuxième type de mécanisme, les checks and balances, les freins et contrepoids, les contre-pouvoirs. Donc, en fait, le premier contre-pouvoir, ce sont les États fédérés. Et là, nous avons une situation intéressante. Les républicains, depuis les années 90, et le Chief Justice Rehnquist, ont toujours considéré que l'État fédéral empiète sur le pouvoir des États et qu'il faut respecter la souveraineté des États. Or, vous avez vu ce qui s'est passé. Le président Trump a coupé les crédits, alors pas à tous les États, aux États dirigés par des démocrates. Il a fédéralisé la garde nationale dans les États démocrates. Là encore, la garde nationale relève du gouverneur et théoriquement, le gouverneur doit faire appel au président si vraiment il ne peut pas contrôler la situation. Et Trump a fédéralisé cette garde nationale contre l'avis, contre la volonté d'un certain nombre de gouverneurs. Donc là, on a une situation où les États fédérés sont attaqués régulièrement. Le deuxième contre-pouvoir, et là on est dans les checks and balances, c'est le Congrès. Alors le Congrès, article 1 de la Constitution, qui montre bien que les pères fondateurs considéraient que ça devait être l'organe central, l'organe primordial du fonctionnement institutionnel, dispose de pouvoirs larges. Je vais simplement en mentionner quelques-uns. Le budget, le vote du budget. Et là, Trump viole ce pouvoir budgétaire puisqu'il gèle, c'est ce qu'on appelle l'impoundment, des financements qui ont été votés par le budget et qui devraient aller vers les États fédérés, vers les agences, vers les universités. Il les gèle en violation de la Constitution, séparation des pouvoirs, et en violation de la loi qui a été votée sous l'administration Nixon, qui est Impound Control Act. Et là, un trait souterrain que vous allez trouver, c'est que parmi les nombreuses violations, Trump s'attaque à tous les garde-fous qui ont été adoptés durant les années 74, 75, 76, donc post-Watergate, pour éviter que les abus commis par l'administration Nixon ne puissent se reproduire. Et juste un exemple, durant cette période a été votée une loi qui crée le poste d'inspecteur général au sein des différents départements, le rôle de l'inspecteur général étant d'être une sorte de whistleblower, de lanceur d'alerte et de détecter ce qui ne fonctionne pas. Et l'un de ses premiers actes a été d'en limoger une vingtaine. Même chose, durant cette période, une loi votée, Ethics in Government Act, qui impose des obligations de divulgation, de transparence, etc., que Trump n'a jamais respectées. Nous n'avons toujours pas vu ces déclarations d'impôts depuis 10 ans et beaucoup d'autres choses. Alors, le Congrès, donc, vote le budget. Le Congrès est théoriquement aussi en charge d'un pouvoir de contrôle, c'est-à-dire que ces commissions doivent pouvoir interroger les membres de l'administration. Et puis, il y a bien sûr les pouvoirs en matière de politique étrangère et surtout de déclaration de guerre. Or, ce candidat qui s'est présenté comme le président de la paix, hostile à la guerre, a procédé à des frappes dans 8 pays. Et là, il se livre sans déclaration de guerre à une guerre totale, d'une brutalité inouïe, contre l'Iran. Donc, il n'y a pas de déclaration. Et là, dans le cas du Congrès, on voit qu'il y a des attaques de Trump, c'est clair, mais il y a aussi un renoncement des élus républicains à jouer leur rôle. C'est-à-dire qu'ils contribuent à affaiblir, presque à rendre non existant le Congrès. Car s'il votait 2 lois en 2 jours, il pourrait interdire au président d'agir en matière de droits de douane. Bon, là, il a outrepassé ses pouvoirs, il a eu un petit tapatage sur les mains de la Cour suprême. Julien et moi ne sommes pas d'accord. Lui considère que c'est un gros revers, moi un petit revers. Mais on verra si vous avez des questions pour en parler. Mais donc, il suffirait que le Congrès dise, l'article 1 dit, le commerce international, c'est nous, les droits de douane, c'est nous. Il ne le fait pas. Et il y a eu des tentatives démocrates pour faire voter une autre War Power Resolution, la première datant de 1973, donc là encore, période de Nixon.
et il ne s'est pas trouvé quelques républicains pour atteindre la majorité. De toute façon, il y aurait eu un veto du président, donc il aurait fallu une majorité des 2/3. C'était compliqué. Mais ce qui est intéressant et important, je pense, dans le cas du Congrès, c'est que c'est le Congrès qui se saborde lui-même via ses membres républicains qui ne veulent pas exercer leur pouvoir. Alors très rapidement, les médias. Les médias jouissent de la protection du premier amendement, qui garantit la liberté d'expression, la liberté de la presse. Et bien sûr, comme dans tout, donc on va voir les mots qu'on utilise. Est-ce qu'on va parler de democratic backsliding? Est-ce qu'on va parler d'illibéralisme? Est-ce qu'on va parler de rule of law, etc. Mais dans tous les pays autocratiques, l'ennemi premier, ce sont les médias. C'est empêcher que les faits, F-A-I-T-S, et non pas F-E-E, même si c'est tentant d'avoir des faits de temps en temps, et que Trump, on se demande si de temps en temps il n'y a pas des faits d'un F-E-E-S dans ses discours. Et donc on a cette attaque tous azimuts, les médias publics privés de financement, et puis les intimidations vis-à-vis, alors par exemple les chaînes du réseau hertzien, ABC, etc. Là encore, il y a 2 jours, le directeur de l'agence en charge, la FCC, Federal Communications Commission, disant « Les petits gars, si vous n'êtes pas sages, je vais supprimer vos licences ». Alors, c'est quelque chose d'absolument ahurissant, mais surtout, ce n'est pas possible. Les licences sont accordées pour 8 ans et elles sont traditionnellement renouvelées sans aucun problème. Mais nous avons vu aussi qu'il a menacé de procès en diffamation et que les télévisions en question faisant partie de groupes dont la fusion-acquisition était devant la même FCC, ont versé, dans un cas 15 millions de dollars, dans l'autre 16 millions de dollars, alors que sur le plan du droit, ils auraient dû gagner. Donc, attaque contre les médias. Et puis, attaque contre toute personne qui ose avoir une idée différente. Donc, il y a eu les universités, il y a eu les cabinets d'avocats, etc. Et à l'occasion de toutes ces attaques, on a constaté qu'il y a eu des actions en justice. Il y en a eu plus de 600. Donc, il faut poser la question, est-ce que le pouvoir judiciaire est encore un contre-pouvoir? Et là, il faut absolument distinguer entre 2 niveaux. Les juridictions de première instance ont joué leur rôle de protecteurs de la Constitution, de garants des droits et libertés, et dans la plupart des cas, ont donné raison aux requérants, c'est-à-dire à ceux qui contestaient la légalité ou la constitutionnalité des quelques 500 décrets du président. Mais à côté de ces juridictions, de ces juges, c'est intéressant d'ailleurs, ces juges de première instance que personne ne connaît, nous connaissons maintenant, tout au moins les maniaques qui essaient de suivre la juridiction fédérale, il faut préciser, oui, peut-être rappeler les 2 systèmes dans le système fédéral, parce que parfois j'ai l'impression qu'on risque de confondre les deux, et les questions ne sont pas les mêmes. Oui, oui, tout à fait, bien sûr, juridiction fédérale, mais même ces juges qui sont des juges que les juges français regardent avec beaucoup d'envie parce qu'ils gagnent bien leur vie, parce qu'ils ont un poste prestigieux, ils ont leur propre bureau, ils ont, etc., etc. Personne ne les connaissait. Et là, ils se sont tellement bien opposés à l'administration Trump qu'on connaît une bonne vingtaine d'entre eux qui ont osé statuer une première fois contre l'administration, s'acharner quand l'administration n'a pas obéi, etc. Donc d'un côté, on a une partie du pouvoir judiciaire qui joue son rôle de contre-pouvoir et de rempart. Et puis malheureusement, il faut parler de la Cour suprême, et en l'état actuel des choses, la Cour suprême a accepté un nombre record de ce qu'on appelle les procédures en urgence. Alors les procédures d'urgence, ça a toujours existé, mais les présidents, habituellement, en usent avec parcimonie. Si on ajoute les 2 mandats de George Bush, 8 ans, et d'Obama, 8 ans, soit un total de 16 ans, vous voyez comme je compte bien, à eux deux, ils ont eu 8 recours de ces recours emergency. Trump en est à 33 en un peu plus d'1 an. Mais ça, c'est son problème, si j'ose dire. Moi, ce qui me contrarie le plus, c'est que la Cour suprême, qui n'est absolument pas obligée d'accepter ces recours d'urgence, qui généralement ne sont pas du tout justifiés, non seulement les accepte, mais les chiffres qui sont menés par tout un tas de groupes, etc., ce n'est pas moi qui ai fait les statistiques, mais à 80% donnent raison à l'administration Trump. C'est-à-dire permettent à l'administration de continuer un comportement illégal dans tous les domaines que j'ai mentionnés. Donc, en fait, je vais m'arrêter là. Ce sont des recours en urgence.
Oui, je suis perturbée là, mais je vais quand même conclure. Ce sont des recours en urgence, donc on ne sait pas ce qui va se passer quand la Cour va statuer sur le fond. Mais il n'en demeure pas moins qu'elle a laissé, pendant plusieurs mois, des situations sans doute illégales perdurer. C'est la même chose, toute proportion gardée, pour les droits de douane. Là aussi, il y avait une saisine. Elle a laissé les droits de douane durer. Pendant ce temps-là, l'administration a collecté 140 milliards de dollars et maintenant se pose la question du remboursement. Alors qu'elle aurait pu très bien faire en sorte que ce soit une affaire normale, ce qu'on appelle le merits docket, et que les droits de douane ne puissent pas entrer en vigueur. Mais ce n'est pas ce qu'elle fait jusqu'ici. Donc il faut se demander si le Chief et d'autres juges de la Cour suprême, peut-être Barrett, peut-être Gorsuch ou Kavanaugh, vont commencer à se rendre compte que ce qu'ils font pose problème non seulement pour le système constitutionnel américain, mais pour eux aussi, pour leur propre légitimité. Merci, Monsieur le Président. Merci infiniment. La transition est toute trouvée vers une question plus particulière au sein du système juridictionnel américain, qui est le statut des procureurs, et en particulier des procureurs fédéraux, dont on a beaucoup parlé ces dernières années. Vous savez que certaines des grandes affaires qui ont conduit à mettre en cause des présidents, à l'instar de Clinton, par exemple, ont conduit à la nomination de procureurs spéciaux, dont la caractéristique était de jouir juridiquement, mais politiquement et moralement, plus largement, d'un statut d'indépendance aux yeux de tous. Il y avait l'idée selon laquelle il était tout à fait normal de confier à un procureur spécial le soin de faire la lumière sur une question qui était au cœur du débat politique américain. La possibilité pour les procureurs de rester indépendants et de travailler dans de bonnes conditions semble avoir été pour le moins secouée par Donald Trump. Et donc j'aimerais interroger Fred Davis sur ce point. Est-ce qu'il sent, depuis les États-Unis, une véritable rupture à cet égard? Ça va mieux? On m'entend? Pas encore? Oui, ça va. Alors, bonsoir à tous, à tout le monde. Grand plaisir d'être là. Quand on me demande est-ce qu'on peut parler de Trump et l'effet de Trump sur la vie quotidienne, mais surtout sur la loi, ma première réponse est de dire où commencer, parce que vraiment, c'est un air dangereux maintenant. Le matin, on se lève le matin et on hésite à ouvrir l'accès aux journaux, parce que même depuis le coucher de soleil, il risque d'avoir encore des événements incroyables de sa part. On peut parler des constitutions, on peut parler de la Cour suprême. Moi, je vais concentrer pour le moment sur une question qui m'intéresse beaucoup, notamment le principe de l'indépendance des parquets, qui est pour moi extrêmement important. Juridiquement, c'est différent aux États-Unis qu'en France, dans le sens que si vous envisagez un organigramme de la justice fédérale américaine, on ne voit pas l'indépendance, dans le sens que the Attorney General dépend du président, il est nommé par le président, il peut être viré par le président, et les US Attorneys, qui sont les procureurs fédéraux locaux dans les 92 districts, eux aussi sont nommés par le président et dépendent du président. Donc, où est l'indépendance? Et ce n'est qu'une tradition, mais une tradition extrêmement importante. Moi, j'étais il y a très longtemps un jeune procureur, mon épouse avait la même position, et pour nous, l'indépendance de tout ce qui était politique était au centre de la mission qu'on suivit. Moi, j'ai eu la chance au début de ma carrière de travailler à la Cour suprême. J'étais assistant un des juges au moment quand la Cour suprême a décidé contre Nixon dans l'affaire des bandes, qui menait à 2 semaines après à sa démission. Et je peux vous assurer que la politique n'entrait pas du tout dans les discussions. C'était un air différent que maintenant. Moi, j'ai eu la bonne chance de travailler sous un certain nombre de procureurs qui, plus ou moins, leur politique ne me concernait pas, mais ça n'avait rien à voir. Alors, ce qu'on voit maintenant, c'est horrifiant et, à mon avis, inconcevable, dans le sens que l'Attorney General des États-Unis était, et à mon avis reste, l'avocate personnelle de Trump. Que ça. Et on voit des choses qui, pour moi, c'est dégoûtante. Des fois, il fait des listes nominatives. Lui, il dit dans 2 heures du matin, il faut qu'on poursuive Monsieur X et Madame Y. Et elle dit, oui, monsieur, tout de suite, monsieur. Et on voit des accusations formelles
contre, par exemple, Jim Comey, qui était le directeur du FBI, et Laetitia James, qui est notre Attorney General à Washington, qui avaient tous les deux, ils osent être indépendants de Trump. Et moi, j'ai suivi de près ces deux dossiers, j'ai tout lu, et il n'y a aucune preuve. Aucune preuve. C'est inventé de nulle part. Mais elle a dit oui, on fait ça parce que Monsieur le Président le demande. Et ça, c'est l'absence totale de l'indépendance, et ça se voit un peu partout. Alors, moi, je vais poser 2-3 questions. Quels sont les effets de cette absence d'indépendance? Et ça se voit dans tous les jours, dans le sens qu'on voit presque chaque semaine encore une enquête contre le monsieur qui est dans le Federal Reserve Bank. On voit la position prise par Madame Bondi et on dit, bon, elle dit ça à cause de son lien avec son patron. Donc ça se voit tous les jours. Il y a un effet long terme, ce qui me concerne. Ça se voit dans le recrutement. Il y a des districts, des parquets fédéraux où on m'a dit 40% des procureurs ont été soit virés, soit ils ont abandonné à cause des problèmes. Ça, c'est 40% dans un an. Et le recrutement va d'une façon très mauvaise, dans le sens que moi, je suis maintenant enseignant à Columbia, et avec mes étudiants, ceux qui disaient il y a 2-3 ans, moi, je veux bien suivre vos traces, devenir procureur, parce que vraiment, c'est une expérience remarquable, ils disent plus maintenant, donc je ne veux pas. Donc ça va prendre du temps. Même plus aggravant, à mon avis, c'est le cynicisme qu'on voit, dans le sens que Trump dit que ce que je fais, on a toujours fait, dans le sens que Biden et les autres ont été malhonnêtes, ils m'ont poursuivi parce que je suis un pauvre innocent, et ce qui n'est pas vrai par hasard. Mais il crée l'idée que la loi ne compte pour rien. Et le cynicisme qu'on voit un peu dans les sondages, dans les réactions des gens, peut rester encore un peu. Alors, quelles sont les réactions? Une bonne nouvelle, heureusement, qui n'est pas majeure mais quand même importante, c'est que nous sommes une fédération. Donc, on parle beaucoup du système fédéral de justice, qui est extrêmement important, mais on a 50 États et environ 95% des dossiers pénaux en général se retrouvent devant les juridictions étatiques. Donc, par exemple, ils sont totalement indépendants de Trump. Donc là, à New York, nous avons un procureur élu, qui est très bien, c'est lui qui avait poursuivi Trump avec succès en pénal. On a, au niveau de l'État, Madame James, qui l'avait poursuivi en civil. Donc on garde encore l'indépendance au niveau des États. Et on vient de dire... oui, mais il y a aussi des États rouges où on voit quand même une certaine indépendance. Mais quand même, c'est mieux que rien, je vous assure. Hein. Mais comme Anne vient de dire aussi, il y a une réaction judiciaire, dans le sens que, en principe, il y a checks and balances, comme on dit en anglais. On a l'exécutif, on a le Congrès et on a les systèmes judiciaires. Et on voit de bonnes choses. Le problème, c'est que la réaction judiciaire est lente, c'est méticuleuse. Trump, il peut tous les jours signer un ordre exécutif, ça se tape, il signe, ça lance, ça y est. Alors, pour contrôler, pour stopper un ordre exécutif, ça prend du temps, dans le sens où c'est une procédure basée sur le principe du contradictoire, il y a des appels, on est méticuleux, ça prend du temps. Et il y a une expression en anglais qui, lui, il utilise de flood the zone, inonder le terrain. Et à chaque reprise qu'il y a un jugement contre lui, en même temps, lui, il a fait encore une dizaine de bêtises. Donc, je vois un certain nombre de bonnes victoires. On peut parler de la Cour suprême où c'est extrêmement mixte, mais quand même, ça a un effet. Je vous donne un exemple. Lui, elle a attaqué les grands cabinets d'avocats que je connais. Bon. Et ces attaques sont 100% illégales, je vous assure. C'est aucune
chance que finalement les juges vont dire oui, c'est OK de dire au cabinet qu'ils n'aiment pas que vous n'avez plus certains droits. Certains. Mais quand même, il a déjà transigé avec 9 cabinets d'avocats qui ne voulaient pas avoir le problème d'aller devant les tribunaux, etc. Donc, lui, il a maintenant 9 grands cabinets qui travaillent pour lui. Donc, ça, c'est une absence totale de l'indépendance de ma profession. Donc, et lui, finalement, et je vais finir, lui, il... Pro bono, s'il ne travaille pas pour lui. Oui. Ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils donnent des 40 ou 100 millions de dollars en valeur de travail de pro bono, mais pour des affaires que lui, il approuve. Donc, quand je dis c'est pour lui, c'est pas pour lui en tant que personnel, mais quand même, lui, il dit que moi, je dis ce que vous faites. Enfin, c'est moi qui contrôle vos activités. Et pour moi, un avocat, c'est inconcevable qu'il faut demander au président est-ce qu'il peut faire ceci, cela. Je donne des ordres, c'est-à-dire moi j'ai envie de défendre des peines de mort, Oui. Défendre quelqu'un, les illégaux aux peines de mort, et le président, non, vous allez travailler sur les droits de douane, voir comment je peux contourner la Constitution et contourner la décision de la Cour suprême. C'est-à-dire les cabinets qui ont baissé les bras, pour rester polis, sont maintenant aux ordres. Mais les 4 qui se sont battus l'ont emporté en première instance. Et au moment, à la date limite de l'appel, au début, l'administration Trump a dit « je renonce à faire appel ». Puis ensuite, il a changé d'avis, donc je ne sais pas finalement s'ils ont déposé... Il continue d'appel. Donc ils ont déposé des conclusions pour l'appel. Oui, ils sont abominables. Non, ils sont vraiment malhonnêtes, ils sont très mal écrits, ils sont... un problème que Trump, qu'ils ont maintenant, ils sont pas compétents, ce ne sont pas de bons avocats. Ce que j'ai lu beaucoup qu'ils déposent dans l'affaire contre Jim Comey et les autres affaires, ils sont mal raisonnés, ils sont mal écrits, donc ce sont c'est pas sérieux. Mais finalement, lui, il ne change pas. Son comportement ne change pas. Et même quand il perd à la Cour suprême, par exemple, la décision récente sur les tarifs, il dit, il s'en fout. Bon, je continue. Ce moyen est pour le moment bloqué, mais je vais chercher un autre moyen. Donc, le changement au centre de la discussion quotidienne sur la justice, on est contrôlé par Trump, dans le sens que lui, tous les jours à la une, on lit une bêtise après une autre. Il y a beaucoup de gens qui l'opposent, on signe des briefs, mémorandum amicus curiae souvent, etc. Donc, il y a un mouvement, mais pour encore 2 ans, presque 3 ans, on va vivre avec cette attaque sur la justice américaine. Merci beaucoup. Alors Florence, vous qui connaissez bien le système judiciaire américain, pour avoir été Madame Justice française au sein, non pas des institutions américaines, mais à l'ambassade de Washington, et donc en lien très direct pendant 4 ans avec différents magistrats américains. Quel est le regard que vous portez sur cette question plus particulièrement ? Alors, merci beaucoup au Cercle France-Amérique de m'avoir invité. Alors, j'ai pas une connaissance aussi profonde que Fred de ce que c'est un procureur américain, mais néanmoins, j'ai un regard étranger que j'ai néanmoins pu observer de près, voilà, ce que c'est comment fonctionne la justice américaine. Et sur les procureurs, je voudrais revenir sur ce que disait Fred à l'instant. Effectivement, moi, je passais toujours, j'avais un collègue qui cherchait à entrer en contact avec un procureur américain. Alors déjà, on n'appelle pas ça un magistrat. Enfin, je veux dire, le collègue magistrat américain, non, ça n'est pas un magistrat. C'est un avocat du gouvernement. Et pardon, bien sûr qu'il y avait cette tradition d'indépendance qu'il y a ou qu'il y aura de nouveau cette tradition d'indépendance, spécialement depuis le Watergate. On disait qu'il y avait une muraille de Chine entre le département de la justice et la Maison Blanche, avec des règles éthiques écrites, mais néanmoins non contraignantes sur le plan normatif. Il n'empêche que pour un magistrat français, le procureur américain reste un avocat du gouvernement, reste un avocat de l'exécutif. Je vais vous donner un exemple. Alors, on s'écarte un petit peu du sujet, mais il faut quand même bien percevoir ça. Quand on parle des procureurs américains, un dossier
qu'on avait fait avec des Américains, peu importe. Il s'agissait de mémoire de faire tomber un réseau cybercriminel. Les collègues américains du département de la justice m'ont demandé si finalement mes collègues procureurs du parquet de Paris pouvaient venir pour faire une conférence de presse commune au département de la justice sur Constitution Avenue aux côtés de l'attorney générale adjointe. Et donc là, évidemment, du côté du parquet français, c'est quelque chose de complètement inconcevable, en fait, puisque on ne fait pas, comment dire, un procureur français. Alors de plus en plus, on promeut quand même ce qu'on fait et on montre qu'on travaille bien, etc. Mais des conférences de presse comme ça aux côtés du ministre de la Justice ou de son adjoint, c'est quelque chose qui, on n'est pas du tout dans le même logiciel, dans la même culture judiciaire. Et ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que je pense que c'est pas une surprise ce qui se passe aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on avait commencé à voir. Moi, quand j'ai atterri aux États-Unis en janvier 2020. C'était une période où le procureur fédéral de New York avait été limogé. Alors, il y avait tout ce débat pour savoir s'il fallait une good cause, un bon motif, un juste motif pour le limoger. Et déjà, donc, c'était la fin du premier mandat de Donald Trump, et il avait limogé ce monsieur Berman, je crois que c'était son nom. Il avait gracié, ou il avait demandé au procureur du département de la justice de ne pas requérir telle ou telle peine contre Roger Stone. Je ne sais pas si Fred se souvient de ça. Donc, je veux dire, et pendant la campagne, il y a eu un narratif assez complet pour dire qu'il y allait avoir de la retaliation, de la vengeance en fait judiciaire. Donc, effectivement, on est abasourdi par le niveau de violence en fait judiciaire que ça représente, mais je suis pas sûre que l'on doive être surpris de ce qui s'est passé depuis maintenant 1 an et demi, un peu plus d'1 an. Mais évidemment, après, c'est comme le dit Fred. Moi, j'ai par exemple sur les poursuites contre James Comey, mais c'est un exemple contre d'autres. J'ai pas beaucoup de doute qu'à la fin, c'est des procédures qui n'iront pas très loin. Mais en attendant, quels dégâts, quels coûts financiers, humains, destructeurs en fait. Voilà ce que je voulais dire sur cette question. Et je ne sais plus, il y avait une autre partie de la question. Peut-être, oui, sur les faux amis, peut-être. Les faux amis. Alors, il y a plein de faux amis. Oui, la notion de rule of law, après Fred pourra sans doute préciser, mais effectivement, la notion de rule of law qu'on traduit chez nous comme état de droit, c'est une notion essentiellement procédurale. La notion de rule of law, c'est, en tout cas, la façon dont c'est tous ces amendements sur le 6e, je crois, le 14e, sur le fait de pouvoir présenter sa cause à un juge. Mais effectivement, il n'y a pas forcément exactement la même signification. Par exemple, moi je me souviens, c'était une époque où, je crois, c'est Madame Guigou qui s'était vue confier un rapport sur la présomption d'innocence. Je trouve et donc, dans ces cas-là, les magistrats de liaison français à l'étranger sont sollicités pour avoir un aperçu de droit comparé sur une notion. Typiquement, la notion de présomption d'innocence, j'ai réalisé qu'aux États-Unis, c'était une notion essentiellement de procédure. Il n'y a pas du tout tout ce qui existe chez nous et qui entoure la notion de présomption d'innocence, c'est-à-dire la protection de la vie privée, le fait de ne pas montrer quelqu'un, de ne pas présenter quelqu'un comme coupable dans les médias, etc. Non, c'est une notion essentiellement procédurale. Et d'ailleurs, c'est un sujet sur lequel Fred avait été très sollicité. Je me souviens à l'époque où Dominique Strauss-Kahn avait été arrêté et montré, ça avait beaucoup choqué l'opinion publique. Ça avait beaucoup choqué les Français, d'ailleurs pas que l'opinion publique, y compris les professionnels de la justice. Mais en fait, effectivement, c'était ce que vous expliquiez, Fred, à l'époque, je me souviens sur différents micros, c'était que la présomption d'innocence, elle existe, mais procéduralement, et
la liberté d'informer, d'une certaine manière, primait sur le droit de l'intéressé à être présenté comme innocent. Et dans les autres faux amis, aussi, quand on parle de l'état de droit aux États-Unis, les caveats, si je puis dire, que j'ai coutume de faire, c'est par rapport, quand on veut le comparer par rapport à ce qui se passe en Europe, c'est par exemple des choses qui peuvent paraître basiques, mais en fait, on est quand même... Bien sûr, nos révolutions ont lieu à peu près en même temps, nos déclarations de droit sont sorties à peu près en même temps, mais pour autant... Il y a une culture des droits de l'homme, si j'ose dire, qui est quand même assez différente. Alors déjà, nous, aujourd'hui, en France et en Europe, on se soumet à la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, dans le cadre du Conseil de l'Europe, à la Cour de justice de l'Union européenne. Pour un Américain, mais qu'il soit démocrate ou républicain, conservateur ou progressiste, c'est inconcevable de se soumettre à une juridiction supranationale. Il y a un très fort, je dirais chauvinisme juridictionnel, mais voilà, souverainisme en tout cas, à n'en pas douter. Et donc déjà, c'est deux contextes totalement différents, parce que, à part la Cour suprême, eh bien, il n'a aucune juridiction ou aucune instance, et même pas l'ONU, même pas le Comité des droits de l'homme de l'ONU, du reste, qui n'est pas une instance juridictionnelle, qui peut être un garde-fou par rapport à des dérives éventuelles. Et de la même manière, sur le droit, sur le fond du droit, les droits de l'homme, droits humains, ou en tout cas des sujets qui nous paraissent ici essentiels pour l'état de droit. Si on prend par exemple, on oublie souvent, mais quand même, la peine de mort. Le sujet, enfin, je veux dire, la façon dont la peine de mort est ancrée aux États-Unis, avec une opinion publique qui est majoritairement favorable à la peine de mort, ça, le port d'armes, le droit au port d'armes, avec une décision qui a été rendue par la Cour suprême, je ne sais plus si c'était en juin 21 ou juin 22. Donc voilà, on est quand même, l'état du droit, en tout cas, est quand même fondamentalement différent sur certains sujets. Avec une société, une culture juridique qui accepte beaucoup plus les choses qui, chez nous, sont aujourd'hui complètement inconcevables. Et un dernier mot sur ce sujet, par exemple le droit à l'avortement. Le droit à l'avortement, quand la décision Dobbs est sortie en juin 2022, c'était branle-bas de combat en Europe, et notamment en France, pour dire, mais attention, en fait, ce qui se passe aux États-Unis va arriver chez nous. On a constitutionnalisé le droit à l'avortement, très bien, enfin, il n'y a pas de problème. Pour moi, c'était avant tout, en France, c'est un choix, à mon avis, politique, parce que notre droit à l'avortement, le contexte n'est absolument pas le même. Nous, il a été consacré par la loi, là où aux États-Unis, c'était quand même un droit qui était par nature, oui, un droit qui était fragile, puisque depuis la décision Roe v. Wade en 1973, la Federalist Society avait annoncé clairement dès le début des années 80 qu'il voulait renverser le droit, qui ne reposait, selon toute une partie de la doctrine conservatrice, sur rien. Et donc, donc là-dessus, on a, et bon, on y viendra peut-être, sur justement peut-être les lacunes du Congrès à légiférer et à édicter des droits, qui fait qu'aujourd'hui, on en arrive là sur un certain nombre de sujets. Je laisse la question ouverte. Merci beaucoup. Anne, vous souhaitiez ajouter quelques mots sur le rule of law? En fait, 3 toutes petites remarques rapides. La première chose, effectivement, ce que dit Florence est très vrai. Il n'y a absolument pas d'inscription dans l'ordre international. Et il faut savoir que quand Breyer, le juge Breyer, que nous connaissons tous, francophone, francophile, citait, je dis bien citait des sources étrangères, simplement, comme cela a suscité un tel tollé qu'il y a eu des propositions de loi déposées au Congrès pour interdire aux juges de la Cour suprême de citer des sources étrangères. Juste comme ça, pour que vous vous rendiez compte quand même de l'opposition. L'autre chose, la création du droit est entièrement différente. Effectivement, notre droit à l'avortement découle de la loi. Et donc, oui, moi aussi, j'ai été très contente que ça devienne un droit constitutionnel, mais je n'étais pas particulièrement inquiète parce que le contexte est différent. Aux États-Unis, ce sont des créations jurisprudentielles, donc par définition fragiles et qui peuvent être changées. Et actuellement, pour moi, ce qui est important, c'est cette terrible insécurité juridique. Il y a un tel recours systématique aux juridictions,
au contentieux, qui est devenu le mode normal de fonctionnement, c'est-à-dire qu'une fois que le politique est fini, que l'un des partis a perdu, le combat se poursuit devant les tribunaux, par le biais de contentieux. Et par conséquent, pour connaître l'état du droit, il faut en fait suivre le cours de tous ces contentieux, c'est-à-dire que telle jurisprudence peut être partiellement érodée et en conséquence, le droit en question n'est pas le même de ce qu'il était 6 mois avant. Et rule of law, donc qu'on traduit généralement par primauté du droit, c'est aussi ce dont Fred parlait, c'est-à-dire la décision US versus Nixon, qui a décidé que, les juges ont jugé que le président devait remettre les bandes magnétiques parce que, dans l'équilibre entre deux intérêts importants, le privilège de l'exécutif, c'est-à-dire le droit pour le président de communiquer avec ses proches dans une certaine non-transparence, et la nécessité du procès pénal, le second devait l'emporter. Donc grosso modo, c'est la loi, c'est le droit qui doit primer sur la politique et bien sûr sur la force. Et là, nous avons une situation exactement inverse où le président privilégie la force, on le voit bien à l'international, mais pas seulement. Les attaques de ICE sur les sans-papiers sont très nettes, mais surtout démontre un mépris total pour le droit. Or, le droit, c'est le fondement du système américain. Et ce mépris, son administration a le même, et ça se traduit par le non-respect des décisions de justice. Je parlais de la résistance des juges de première instance, juges fédéraux de première instance. Ils sont obligés de se fâcher. L'un d'entre eux avait interdit le décollage d'avions à destination. Bon, l'avion a décollé. Et ensuite, l'administration a dit « Ah, ben on l'a vu trop tard ». Et donc, nous avons des juges qui se battent pied à pied pour tenter de faire respecter les décisions de justice. Et donc, quand on ajoute ceci aux attaques, cela veut dire qu'on a une perte de légitimité de l'institution de justice que l'on retrouve d'ailleurs dans les sondages. Voilà. Merci beaucoup, Anne. Alors, je vais me donner à moi-même la parole pour, parce que je suis modérateur, mais je prends aussi la parole, pour vous parler de la Cour suprême, puisqu'on en a parlé en passant, de façon ponctuelle, depuis le début de cette conversation. Et c'est évidemment une institution qui est au cœur de l'attention, aussi bien de l'attention des Américains que de l'attention des Français qui s'intéressent en ce moment à ce qui se passe outre-Atlantique. Cette Cour suprême, on a dit beaucoup de choses. On a dit qu'elle avait complètement basculé par l'effet du remplacement, vous le savez, quelques semaines avant l'élection présidentielle qui a vu la victoire de Joe Biden, la mort de Ruth Bader Ginsburg, qui a été remplacée par une juge alors présentée comme extrêmement conservatrice, une jeune cinquantenaire du nom d'Amy Coney Barrett, et qui, en effet, a très certainement conduit à un effet de bascule de l'équilibre politique de la Cour suprême, dont la décision Dobbs évoquée tout à l'heure, qui a mis un terme après un demi-siècle à la garantie constitutionnelle fédérale du droit des femmes de recourir à une interruption volontaire de grossesse, est apparue comme sans doute la décision la plus emblématique. Eh bien, avec le recul, depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, la question s'est posée de savoir quelle serait la position privilégiée par la Cour suprême, avec en réalité deux thèses qui pouvaient a priori être défendues ou envisagées. La première, c'était une voie pour la Cour suprême qui consistait à garantir avant tout des principes constitutionnels, à se dire que ces juges, alors pour certains d'entre eux, sont très marqués politiquement du côté de la droite, mais enfin pour beaucoup d'entre eux, et pour tous en réalité, sont d'excellents juristes par ailleurs, dont la formation les a conduits à connaître parfaitement à la fois la Constitution et la jurisprudence constitutionnelle, et avec un sens de la Constitution, du droit et des juges dans ce pays-là, qu'il faut toujours rappeler quand on parle à un public français, qui est quand même incomparable avec ce que nous connaissons, nous, de notre Constitution, de nos principes constitutionnels, etc. Et donc, la première voie, c'était imaginer que la Cour suprême ferait du droit avant tout. C'est l'image magnifique décrite par Fred tout à l'heure dans la décision Nixon versus États-Unis, c'est-à-dire l'idée selon laquelle des juges, quelles que soient leurs préférences, leurs biais personnels, sont en mesure à un moment de prendre une décision en la fondant uniquement sur le droit. Et puis il y a l'autre image peut-être plus cauchemardesque que l'on a entendue, que l'on a vue, qui est celle d'une juridiction qui serait de plus en plus
polarisée, de plus en plus politisée, au sein de laquelle, en réalité, bon nombre des juges ne prendraient plus de décisions que sur le fondement, en tout cas sur les grandes questions qui divisent la société américaine, que sur le fondement de leurs préférences personnelles. Et bien plus que sur le fondement, alors en habillant tout ça d'argumentation juridique, et ceux et celles qui parmi vous sont juristes savent que le droit parfois permet aussi des raisonnements qui sont présentés comme objectifs, mais qui en réalité servent sans doute des choses qui relèvent d'autres considérations. Eh bien, la décision Dobbs est apparue comme une réponse à cette question-là. On s'est dit en 2002, bon, c'est clair, la Cour suprême va dans cette direction-là, et le jour où Trump est revenu au pouvoir, on s'est dit, c'est foutu. On a un équilibre des pouvoirs, on a parlé de checks and balances, on a un Congrès qui est à majorité républicaine, jusqu'aux midterms dont on pourra parler un peu plus tard. On a une administration dont le président Trump considère que même dans ses parties supposément les plus indépendantes, en réalité, elle doit être sous son autorité la plus directe. C'est la théorie de l'exécutif unitaire évoquée par Anne Désine tout à l'heure. Et puis, on a des juridictions qui sont des juridictions à la tête desquelles, fédérales, à la tête desquelles il y a cette Cour suprême qui apparaît comme très clairement conservatrice et sans doute pour la majorité de laquelle Trump n'est pas un président antipathique. Et donc, là, à cet égard, le pessimisme était tout à fait possible. Et pour nourrir ce pessimisme, un certain nombre de décisions ont été rendues depuis le retour au pouvoir de Donald Trump. Alors, je ne reviens pas sur les décisions rendues pendant la campagne présidentielle de Trump, que vous vous rappelez peut-être, mais il y a une décision qui me semble particulièrement importante et dont on a finalement assez peu parlé en France, ou trop peu parlé en France en regard de sa portée selon moi, qui est la décision Trump v. Casa qui a été rendue en juin 2025, qui est une décision par laquelle la Cour suprême a, pour l'essentiel, neutralisé ce qui pouvait apparaître comme l'un des derniers instruments permettant à des juges fédéraux de s'opposer ponctuellement à Donald Trump, et il l'avait démontré pendant son premier mandat. C'était la possibilité, à partir du moment où il existe un doute sérieux quant à la constitutionnalité de cette mesure, alors c'est à titre temporaire, mais enfin ça permettait quand même de repousser les choses, de faire durer un peu les choses, de bloquer un certain nombre de mesures, et je me souviens que pendant son premier mandat, la question de la construction du mur avec le Mexique, la question du travel ban, de l'interdiction qui avait été faite aux ressortissants de 4 pays de venir aux États-Unis en dépit de la possibilité qu'ils aient eu des visas, etc. Tout ça avait été bloqué. Il y avait eu un grip, la machine avait été grippée en quelque sorte par de telles injonctions dont la portée était nationale, c'est-à-dire qu'un juge seul pouvait, depuis Hawaï, dire pendant quelques semaines, eh bien, je bloque cette mesure présidentielle dans tout le pays. Et la décision de juin 2025 a globalement mis un terme, pour simplifier les choses, à la possibilité pour un juge seul de bloquer à l'échelle nationale des mesures présidentielles, si bien que l'un des derniers contre-pouvoirs, à savoir les juges fédéraux infra-Cour suprême, ont paru très largement neutralisés dans leur capacité de s'opposer au pouvoir. Et donc c'est une décision qui est importante. Et puis, petit moment de bascule, et on évoquait tout à l'heure une très légère divergence sur l'interprétation qu'on peut donner de cette décision. Il faut évidemment citer la décision dont on a beaucoup parlé, jusqu'en France en détail, qui est évidemment la décision récente par laquelle la Cour suprême a déclaré inconstitutionnelle l'interprétation que faisait Donald Trump d'une loi de 1977 relative aux droits de douane, sur le fondement de laquelle Trump avait pris toutes ces mesures depuis son retour au pouvoir, et notamment, vous savez à quel point il en a fait une arme géopolitique et commerciale absolument centrale. Eh bien, la Cour suprême a déclaré que le recours, le fait de fonder ces droits de douane sur cette loi de 1977 était contraire à la Constitution pour la majorité donc des membres de la Cour suprême. Alors, je ne rentre pas dans le détail des motivations de chacun des juges, mais il est apparu que cette décision avait, au moins pour elle, de témoigner de la capacité de la Cour suprême à un moment à marquer son opposition, en dépit de sa composition conservatrice, au président Trump sur un sujet qui n'est quand même pas des moindres, en tout cas à l'échelle internationale, dans la mesure où Trump en a fait, encore une fois, vraiment l'un des instruments premiers de son action. Donc tout ça pour vous dire que nous attendons avec un grand intérêt les prochaines décisions de la Cour suprême. Il y a notamment une décision ou 2 décisions qui sont particulièrement intéressantes, qui seront les décisions rendues par la Cour suprême sur la question de savoir
savoir si Donald Trump pouvait révoquer des responsables d'agences fédérales traditionnellement considérées comme indépendantes, du côté de la Federal Trade Commission par exemple, du côté de la Réserve fédérale. Est-ce que, en gros, des autorités, bon, pour parler en termes français, l'équivalent de responsable d'autorité administrative indépendante qui serait supposée être vraiment indépendante du pouvoir exécutif, est-ce que ces responsables-là peuvent être révoqués par le président? Alors, la Cour suprême assez probablement ira dans le sens de Trump, mais enfin, si la Cour suprême n'allait pas dans le sens de Trump, cela donnerait un élément supplémentaire conduisant à retrouver un peu d'espoir dans la capacité de la Cour suprême à s'imposer comme un contre-pouvoir. Est-ce que vous voulez réagir? Oui. Sur ce sujet, il faut comprendre comment les positions prises par Trump et son gouvernement sont extrêmes. Donc, il y a maintenant devant la Cour suprême un dossier qui concerne Lisa Cook, qui est un membre de la Federal Reserve Bank, et Trump a essayé de la virer. Et là, la loi est claire. Le droit est clair. C'est dans la loi que les membres sont nommés pour un mandat de 14 ans, pour de bonnes raisons, parce qu'il faut qu'ils soient indépendants, et que, deuxièmement, ils ne peuvent pas être virés, sauf pour just cause, notamment pour une raison motivée. Alors, il a dit, oui, Trump a dit, oui, je crois, il n'y a pas de preuve, mais je crois qu'elle a fait des bêtises quand elle a acheté une maison, il y a très longtemps, donc je le vire. Alors, je viens de relire la position prise par Trump devant la Cour suprême, et c'est remarquable. Pour lui, l'exécutif unitaire, comme on dit, ça veut dire que même si les législateurs disent qu'il y a une exception, il faut montrer un just cause, ça ne me concerne pas, ce n'est pas constitutionnel, parce que moi je suis le président, je décide moi-même. Ce n'est pas l'affaire du Congrès de créer cette loi. Et deuxièmement, il dit que moi je dis qu'il y a just cause, et vous, les cours, vous n'avez pas le droit de me contredire. Et ça, c'est aberrant, enfin, c'est bizarre. Je crois que la Cour suprême va avoir des problèmes avec cette position, mais il continue à marteler sur ces positions, et ça a une tendance un peu de normaliser le débat, parce que des choses qui ont été rejetées il y a 2 générations, maintenant ils reviennent. On parle des positions qui, à mon avis, sont inconcevables. Je veux bien compléter. En fait, il y a 2 affaires qui sont en jeu dans lesquelles on risque d'avoir des décisions différentes. La première affaire, c'est le limogeage de responsables de la commission de la FTC. C'est l'affaire Slaughter. Et là, la Cour suprême a accepté, en recours d'urgence, le limogeage, en disant avec un certain cynisme, vraiment, si ce n'était pas bien, on les réintégrera. Sans commentaire. En revanche, dans la deuxième affaire, Lisa Cook, donc Réserve fédérale, là, la Cour suprême a refusé le recours en urgence, donc Lisa Cook est restée en poste, elle, alors que tous les autres ont été limogés, restons polis. Donc, elle est restée en poste, elle a contesté l'action en justice, et donc, nous sommes maintenant devant la Cour suprême. Et ce qui est intéressant, c'est que même les juges de droite se rendent bien compte que l'indépendance de la Banque fédérale, de la Réserve fédérale, c'est absolument essentiel pour l'économie. Et donc, dans un autre dossier lié, mais tout ceci montre que la Réserve fédérale est un peu à part. Même les élus républicains au Congrès ont dit qu'ils n'approuveraient plus aucune nomination tant que l'administration Trump ne renoncerait pas aux poursuites, dont parlait Fred, contre le président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, qui lui aussi, pour des sombres prétextes de mauvaise rédaction, d'une sorte de crédit immobilier ou de déduction, enfin, vraiment un prétexte, et le même type de prétexte que Lisa Cook, et quand on sait toutes les malversations de Trump en matière immobilière, qui lui avaient valu la condamnation en civil à New York, ça ne peut que vous faire sourire ou faire pleurer. Et donc voilà, il y a un petit peu des différences entre les deux. Donc moi j'imagine que dans Slaughter, la Cour suprême va aller du côté de l'exécutif unitaire en disant le président, c'est normal, il faut qu'il puisse appliquer ses politiques, donc il n'a pas envie d'être embêté par des commissaires qui ont été nommés auparavant par un président démocrate, par exemple, et qui vont lui rendre la vie difficile.
moi, je suis un petit peu optimiste pour la décision dans l'affaire Lisa Cook. Et en matière de droits de douane, quand je dis que c'est un mini-revers, c'est parce que la Cour suprême s'est contentée de lire attentivement la fameuse loi AIEPA de 1977, de constater que le mot droit de douane n'était mentionné nulle part, et que cette loi autorise, dans des contextes bien particuliers, le président à, par exemple, déclarer un embargo. Mais il n'y a aucunement mention de droit de douane. Et quand je dis que c'est un petit revers, c'est parce que la Cour s'est contentée de cette interprétation à minima, mais elle s'est bien gardée d'étudier la question importante qui était est-ce qu'il y avait urgence? Puisqu'en fait, c'est théoriquement une loi qu'on invoque s'il y a urgence. Or, c'est difficile d'invoquer l'urgence du déficit commercial quand on sait que les États-Unis ont un déficit commercial depuis 30 ans. Mais donc là, la Cour n'a pas statué sur ce point parce que là, effectivement, elle se serait prononcée sur un sujet plus large qui sont les pouvoirs du président, que peut faire le président. Mais bon, c'est tout. Pardonnez-moi, au plan pratique, Pardon. Est-ce que... les produits importés subissent le droit de douane en question ou pas? Alors, la question de monsieur que je répète pour ceux qui n'entendaient pas sans micro, c'est est-ce que les pays, est-ce que les produits qui arrivent aujourd'hui sont soumis? Alors, il y a plusieurs questions qui se posent. Il faut déjà toujours rappeler que les droits de douane sont imposés aux Américains qui importent avant tout. Alors, ça a des effets ensuite sur... Absolument. L'un des grands problèmes de cette décision de la Cour suprême d'un point de vue très concret, qui va faire travailler plein de cabinets d'avocats, c'est comment est-ce que les entreprises récupèrent l'argent qu'elles ont versé. J'exporte un produit aujourd'hui, un importateur l'acquiert, est-ce qu'il y a un droit à payer ou non? Si l'on considère les droits qui ont été mis en place le 2 avril, qui s'appelait Liberation Day, ceux-ci n'existent plus. Donc théoriquement, mais dès le jour même, vous vous rappelez que Trump a dit, façon enfant gâté, puisque c'est comme ça, il avait demandé à ses troupes de préparer un plan B, donc il s'est servi de la section 122 qui, là, parle de déficit de la balance des paiements, et qui est quelque chose qui avait été prévu à l'époque où, enfin, avant l'échange flottant, donc ça n'a absolument rien à voir. Ces droits de douane ont été contestés en justice, et on peut penser qu'en première instance, ils vont être retoqués. Mais il y a des chances que ces nouveaux droits de douane, si le service des douanes a réussi, parce qu'ils sont complètement débordés avec tous ces changements chaque jour, etc., il faut penser à eux, même si on n'est pas très très content, ils ne s'en sortent pas. Alors est-ce qu'ils ont réussi à mettre en vigueur les nouveaux droits de douane? Je ne sais pas. Alors, j'aimerais... Pardon. Ce sont les 15% en vertu de la section 122. Voilà. J'aimerais qu'on passe désormais à l'une des questions qui nous a beaucoup intéressés, notamment en France, qui est la question des interventions militaires américaines à l'étranger. Alors évidemment, on a tous à l'esprit l'intervention à Caracas et plus récemment, évidemment, l'intervention en Iran. Sur ce point, Florence, vous aviez un certain nombre d'éléments à porter à notre connaissance ou de réflexion peut-être sur le cadre à la fois du point de vue du droit interne et du point de vue du droit international dans lequel ces interventions étaient organisées. Alors j'ai peur de vous décevoir parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait un cadre juridique bien précis à ces interventions. Mais c'est vrai que quand on a échangé, pour savoir sur l'état de droit, à un moment on s'était dit, ben oui, mais l'état de droit international, c'est aussi une question. Et c'est vrai que ces derniers mois ont été, enfin tout le monde l'a constaté, assez vertigineux, en tout cas du point de vue des Européens et pas que d'ailleurs. Sur le piétinement, et le mot est faible, du droit international. Alors moi, alors effectivement, il y a l'intervention à Caracas qui interroge, parce qu'elle entre pas dans un cadre judiciaire d'extradition ou de voilà. Évidemment, elle entre difficilement dans le cadre du recours à la force tel que envisagé par la Charte des Nations Unies. Elle entre... enfin, voilà. Donc la question du cadre juridique, évidemment, mais en fait, et c'est vrai pour l'intervention à Caracas, c'est vrai pour... ça, c'est quelque chose qui a été moins suivi en France, mais
qui nous, magistrats, enfin juristes en tout cas, nous a quand même pas mal interpellés. C'est ce qu'on appelle les extrajudicial killings qui ont eu lieu dans la zone Caraïbe, qui visaient des cartels par l'armée. Donc c'est plutôt d'habitude le trafic de drogue en mer, c'est un domaine qui est appréhendé via la convention de Montego Bay, avec des arraisonnements judiciaires, enfin, en tout cas des actions conjointes entre la marine ou l'équivalent américain de la marine et la justice. Donc là, on n'était pas du tout dans ce cadre-là. On est la justification qui a été donnée par l'administration Trump, c'était que d'abord il y a eu des décrets présidentiels pour que ces organisations soient désignées comme des organisations terroristes internationales et après ces exactions, enfin en tout cas à mon sens, qui ont eu en dehors de tout cadre à ces interventions, et quand même un certain nombre. À un moment, à l'automne, je crois qu'on en était à une vingtaine de morts. Je sais plus où on en est aujourd'hui. J'ai pas refait un décompte, mais c'est quand même parce qu'on est quand même sur des phénomènes criminels qui sont appréhendés bien par par la voie militaire, et c'est d'ailleurs aussi pour Caracas, pour Maduro, c'est un peu le narratif aussi qui a été employé, c'est de dire en fait il a commis des infractions, il a des poursuites contre lui aux États-Unis, voilà, on va le chercher militairement et on le jugera aux États-Unis. Je dois dire que enfin, en tout cas, du point de vue d'un magistrat français, c'est complètement ahurissant. Alors, on a aussi entendu l'idée que, mais de toute façon, c'était pas un président légitime. Certes, mais dans ces conditions, il y a d'autres, dans ces conditions, il faudrait sans doute passer par l'extradition, etc., qui n'aurait pas donné grand-chose. Mais voilà, ça justifie pas, en tout cas, du point de vue du droit international, cela ne justifie pas l'intervention militaire. Du côté de la communauté des juristes internationales, d'ailleurs, l'autre point marquant sur le mépris du droit international a été la prise de sanctions contre alors au départ au printemps dernier contre le procureur de la Cour pénale internationale, et au mois d'août, mi-août, contre les juges de la Cour pénale internationale qui ont décidé du mandat d'arrêt, notamment contre Benjamin Netanyahou, Yoav Gallant, mais également contre dirigeants du Hamas. Et ça a été. Alors, je dirais, c'est typiquement le genre de sujet qui est plus ambivalent qu'il n'y paraît. Les États-Unis n'ont jamais ratifié le statut de Rome. Ils l'ont négocié, ils y ont mis leur imprimatur, si j'ose dire, y compris procédural, l'impossibilité de juger en l'absence, etc. Un système assez anglo-saxon de procédure, mais derrière, ils ne l'ont jamais ratifié. Il faut se souvenir que lorsque le procureur de la CPI, Karim Khan, a déposé une requête pour voir délivrer un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien et son ministre Yoav Gallant. Déjà, à l'époque, on était encore sous Biden, mais déjà, ça a créé un énorme émoi. Je me souviens d'une intervention assez robuste d'Anthony Blinken, qui à l'époque était le secrétaire d'État, et de l'effervescence qu'il y avait au département d'État et au Congrès sur comment réagir à cette requête du procureur Karim Khan. Alors, ils n'ont pas... La question des sanctions se posait. Et puis, après, le mandat est arrivé à sa fin, etc. Donc, il n'y a pas eu de sanctions. Trump, lui, a pris des sanctions
ce qui honnêtement dans l'écosystème du droit international et du droit pénal international est un tsunami, parce que les Américains ont critiquent de longue date la CPI pour diverses raisons, certaines sur son efficacité, etc., plus ou moins bonnes, mais l'extrémité des mesures de sanctions à l'encontre de juges qui sont nommés quand même dans un processus de désignation robuste voilà, c'est quelque chose qui a créé un gros émoi, mais c'était pas totalement nouveau. Il y avait déjà eu des sanctions qui avaient été adoptées en juin de mémoire 2020 ou 2020 contre la procureure Ben Saouda, mais là le fait qu'elle touche les juges évidemment montre à quel point finalement les Américains se placent, en tout cas selon moi, en marge du système de justice pénale internationale. Voilà. Merci beaucoup. Simplement sur cette question de guerre, il y a la question du droit à la guerre et la question du droit de la guerre. Les règles juridiques des forces armées sont supposées respecter. Et je note simplement en passant, on en a finalement assez peu parlé en France, le fait que vous avez peut-être vu il y a quelques jours qu'un sous-marin américain a torpillé un navire de la marine iranienne. Très bien. Et ensuite, tous les hommes de ce navire ont été laissés dans l'eau. Et beaucoup d'entre eux sont morts après ça. Et puis c'était au large, je crois, du Sri Lanka. Donc les marins sri-lankais sont venus en récupérer une trentaine, je crois. Mais enfin, la plupart sont morts. Et quand vous en parlez à des officiers de marine français, ils vous disent qu'évidemment, c'est quelque chose qui choque tout à fait du point de vue, c'est-à-dire qu'à la limite, torpiller un vaisseau, ça fait partie de la guerre. Laisser mourir ensuite les hommes, les laisser se noyer, ça fait pas partie des règles qui s'appliquent normalement à la guerre. Alors si on y ajoute le fait que le secrétaire à la Défense a ensuite affirmé bravage qu'on les a laissés bien mourir dans l'eau et c'était bien fait pour eux, etc., avec la finesse qu'on lui connaît, tout ça donne en effet l'impression d'une forme de mépris égal à l'encontre du droit international et du droit constitutionnel à certains égards. Et j'aimerais sur ce point que l'on bascule vers l'avenir pendant les dizaines de minutes qui nous restent, en s'interrogeant sur ce qui arrive, optimisme ou pessimisme, à très court terme les midterms, les élections de mi-mandat, à moyen terme évidemment la question des prochaines élections présidentielles, et puis à plus long terme la question de ce qui restera peut-être, tel qu'on peut le percevoir aujourd'hui, de ce mandat à plusieurs égards exceptionnel. Qui veut se lancer peut-être sur ce sujet? Allez. Je prends le risque. Mais nous avons décidé qu'on allait essayer de finir sur une note un tout petit peu moins noire que la façon dont nous finissons généralement nos interventions. Bon, il y a plusieurs façons d'envisager une éventuelle amélioration. L'une d'entre elles, si on considère que la Cour suprême a été, il y a beaucoup d'articles en ce moment qui parlent de enabler, qui a vraiment facilité cette marche vers l'autocratie. Il faut peut-être s'intéresser à la Cour suprême et la réformer. Bon, mais la réformer, il y a tout un tas de propositions, le mandat de 18 ans, limiter la compétence d'appel. Sur le papier, tout ceci, c'est possible. Simplement, pour que tout ceci arrive, il faudrait des majorités démocrates. Bon, moi, j'ai un petit fantasme particulier, et peut-être, si vous envoyez des ondes, il va finir par se réaliser. Les Républicains ont fait pression sur deux des juges les plus extrémistes, Alito et Thomas, en leur demandant de démissionner tant que Trump était au pouvoir et disposait d'une majorité au Sénat. Bon, ils n'ont pas voulu, et maintenant c'est trop tard, peut-être le Sénat sera démocrate après les élections de midterms. Donc, dans un de mes fantasmes, nous avons dans 2-3 ans une administration démocrate, et c'est à ce moment-là que Alito et Thomas meurent. Et donc, c'est la vengeance des démocrates à qui on a volé un premier siège en 2016, durant l'administration Obama, quand le Sénat a bloqué pendant 9 mois, et ensuite volé un autre siège quand, en catastrophe, quelques jours avant l'élection, le même McConnell a précipité les auditions pour faire passer Amy Coney Barrett. Bon. Plus sérieusement, si on envisage que les démocrates reprennent au moins une partie de la majorité, la Chambre, en 2026, cela veut dire déjà qu'il n'y a plus de lois qui peuvent être adoptées,
qu'ils vont reprendre la présidence des commissions, c'est-à-dire pouvoir convoquer des gens, faire usage de ce qu'on appelle oversight, leur pouvoir de surveillance, qui est un pouvoir, lorsqu'il est exercé, qui est un pouvoir réel. Et puis prendre un certain nombre de lois, ne serait-ce que pour réparer l'indépendance des poursuites, les postes d'inspecteurs généraux, c'est-à-dire tenir compte de la façon dont les réformes post-Watergate n'ont pas suffi, en durcissant les textes. Et puis alors là, c'est mon deuxième fantasme, il y a une telle majorité que les démocrates peuvent pousser 2 amendements à la Constitution. Le premier pour revenir sur l'immunité du président, donc la décision du 1er juillet. Et ça, c'est très important parce qu'à partir du moment où un président sait qu'il ne pourra pas être poursuivi au pénal, il fait tout et n'importe quoi. Rappelez-vous, avant, les présidents faisaient un petit peu attention parce qu'il y avait à la fois l'impeachment et puis la possibilité de poursuite pénale après le mandat. Avec la décision telle qu'elle a été rédigée, ce risque pénal n'existe plus. Donc, premier amendement. Et deuxième amendement, et ça, nous dépassons largement, mais je pense que c'est important, un amendement qui reviendrait sur la rédaction du premier amendement, de façon à exclure de la protection du premier amendement les dépenses électorales. Parce que la Cour suprême a pris plusieurs jurisprudences, y compris Citizens United, mais beaucoup d'autres, où ils estiment que toute somme dépensée, c'est de l'expression politique, et par conséquent, on ne peut pas limiter. Les dernières élections ont coûté à peu près 20 milliards de dollars. Vous savez que Musk a dépensé, je ne sais plus, 280 millions de dollars de sa fortune personnelle pour aider à faire élire des républicains et Trump, c'est-à-dire que nous sommes, alors même si on n'utilise pas les grands mots de plutocratie, dans un système où il y a d'un côté les malheureux Américains qui ont juste un petit bulletin de vote pour peser, et puis de l'autre, les grandes entreprises, les fondations de la droite, les milliardaires qui peuvent injecter des millions de dollars dans la campagne électorale. Voilà, donc vous voyez, c'est optimiste, il suffit juste d'espérer d'énormes victoires électorales. Merci. Alors, mais si l'on en croit les informations récentes, il s'est refait depuis. Il a gagné beaucoup d'argent depuis le début de son second mandat. Ah oui, de manière absolument folle. Fred. Oui, alors 2 choses. Ça marche le micro. 2 choses sur l'intervention militaire maintenant en Iran. Malheureusement, moi je vis dans une vie pratique. Et pour moi, la loi est claire. La loi internationale est certaine que c'est illégal, dans le sens que sous la Convention de l'ONU ailleurs, on n'a pas le droit d'attaquer notre pays, sauf dans une situation où il y a une menace actuelle et imminente, ce qui n'est pas le cas. Domestiquement, on peut dire que c'est illégal, dans le sens que ce n'est pas une guerre déclarée par le Congrès. Mais je suis totalement certain que aucune contrôle judiciaire qui vient des juges va stopper l'affaire. Sur la politique, ok. Moi, je suis un peu pessimiste sur l'avenir, dans le sens que, pour l'instant, Trump a une voix, on le comprend. Il est imbécile, il est ridicule, mais quand même, il parle d'une manière avec beaucoup d'énergie. Où sont les démocrates ? Et pour l'instant, ils n'ont pas de message. Ce qu'ils disent à la fin, c'est que c'est mieux avant. C'est-à-dire, sous Obama, on était plus ou moins content, le monde allait beaucoup mieux. Et ça, c'est un bon message pour les gens qui, en effet, auraient à avoir une bonne vie. Mais ceux qui disent, bon, ça ne marche pas du tout, on va à un changement, les démocrates ne disent rien. Et ce n'était pas le cas comme en 2008, quand Obama a créé un mouvement. Et aux États-Unis, maintenant, on n'a pas de mouvement, à mon avis. On dit que Trump, c'est affreux, on dit qu'il faut changer les choses, mais quel est vraiment le but du Parti démocrate? Et ça ne se voit pas d'une manière suffisamment claire pour moi. Donc, midterm, je crois que c'est très probable que la Maison sera contrôlée par les démocrates. Si ce n'est pas le cas, c'est un désastre, dans le sens que si les républicains gardent contrôle des 2 maisons, 2 parties du Congrès, pour Trump, c'est un tampon de dire allez-y, parce qu'il n'y aura aucun contrôle les 2 dernières années. Donc il faut absolument qu'on gagne la maison. Le Sénat, c'est difficile. Mais quand même, il y aura un grand débat en 2038 et on n'a pas encore trouvé une autre
voie qui nous mène vers l'avenir. Et est-ce qu'il est trop tôt, ma seconde question, pour s'interroger sur ce qui restera du Trumpisme et du second mandat de Trump dans les pratiques politiques futures? Très bonne question. Alors, moi, j'ai une réaction très pessimiste. Okay? Il y a une théorie que ce qu'on voit maintenant, c'est l'Amérique qui avait été toujours là, mais secrètement, c'est-à-dire une Amérique raciste, court terme, qui s'en fout de la loi. Et ce qu'a fait Trump, il a libéré les gens qui maintenant peuvent exprimer des points de vue qui avant étaient un peu trop impolis. Donc, à mon avis, lui, il a libéré une certaine attitude, une certaine réaction de on est contre les immigrés, on est contre les personnes noires et brunes, on est contre les autres. Et ça, c'est difficile à remettre le dentifrice dans le tube, franchement dit. Fantasme, c'est un grand mot. Je pense qu'il y a aussi dans le, comment dire, pour l'avenir, la vraie, il y a une question qui est quand même, est-ce que le Congrès va reprendre une place, la place qui est la sienne, celle de législateur. Et moi, pendant mes 4 ans aux États-Unis, j'ai quand même été très frappée. Donc, c'était des courtes majorités, ça dépendait des périodes, démocrates ou républicaines, mais par le poids de la règle du filibuster au Sénat, qui fait qu'en fait, c'est extrêmement compliqué d'être. Oui, donc c'est le filibuster, c'est que pour qu'une loi passe, à part une loi budgétaire, à part les appropriation bills, il faut 60 ou 66 60 voix au Sénat sur 100. Or, les 60 voix, enfin, je sais pas quand est la dernière fois où un camp politique avait 60 voix, 60 sénateurs. Et donc ça, enfin. Bah, heureusement, ça dépend des situations. Ça dépend des situations. N'empêche que le filibuster fait que le pouvoir judiciaire, puisque c'est un pouvoir aux États-Unis, se retrouve à décider des choses qu'on verrait chez nous décidées par le Parlement, ce qui nous paraît normal, quoi, par le législateur. Voilà. Juste un petit point, parce que ça fait 2 fois que cette question des rapports entre les décisions prises par les juges et les décisions prises par le Congrès est posée. Il faut quand même rappeler toujours quelque chose, qui est le fait que le Congrès n'est pas compétent, n'a pas le pouvoir juridique d'adopter des lois dans tous les domaines de la vie américaine, que les pouvoirs du Congrès ont été fixés à l'origine, à la fin du XVIIIe siècle, de manière extrêmement précise et circonscrite, qu'ensuite une interprétation progressive de la Cour suprême a conduit à élargir de manière très immense le périmètre de ses pouvoirs, en se fondant notamment sur la fameuse clause de commerce. Puis là, il y a une tentative de petit retour en arrière ces dernières années à cet égard, mais que globalement, notamment sur la question de l'IVG, le Congrès n'est tout simplement pas compétent pour, a priori, ensuite on peut débattre, il pourrait y avoir des débats judiciaires, mais pour intervenir sur absolument toutes les questions. Voilà. Il y a une dernière question qui se pose, en tout cas qu'on a posée en France. Je ne sais pas ce que Trump décidera au dernier moment, c'est est-ce que Trump sera potentiellement en mesure de tenter d'obtenir, je dirais pas d'être élu, puisque la Constitution l'interdit normalement, un 3e mandat. Je ne pense pas que Trump sérieusement va le faire. Je pense que la Constitution est très claire depuis les années 50 à cet égard. Aucun président qui a effectué 2 mandats ne peut se porter candidat à un 3e mandat. Il y a quand même un petit débat de juristes proches de Trump qui ont fait les malins en disant oui, mais on pourrait imaginer une manière de contourner les difficultés en le mettant 2e vice-président ou 4e président de la Chambre des représentants. Si les 3 premiers meurent ou acceptent de ne pas devenir président, il pourrait retrouver la présidence de manière indirecte. C'est évidemment de la fiction, mais qu'en pensez-vous? Oui. Alors il peut, mais c'est pas complètement le même système constitutionnel. Pardon, monsieur, je laisse juste finir et après vous pourrez. Quand on parle de la possibilité d'un 3e mandat, c'est classiquement Trump. Il faut comprendre sa manière de penser. Il dit premièrement, ce qu'il dit, pourquoi pas, bonne idée, on va rechercher, bonne idée. Alors qu'est-ce qui se fait? Ça se fait, c'est à la une. Il adore être à la une parce que d'être
le sujet de la journée, c'est bien pour lui. Ça enrage les gens comme moi et comme vous, j'espère. Bonne chose pour lui. Et ça a une tendance à normaliser les discussions. Et quand il dit des bêtises comme ça et autres bêtises, la conversation est différente. Donc, pratiquement, je crois que c'est inconcevable. Il y a une possibilité. Ce que dit la Constitution, c'est pas qu'il ne peut pas servir un troisième mandat, il ne peut pas être élu un troisième mandat. Donc, il y a un théorie qu'il peut se présenter à la vice-présidence avec un pote qui démissionne le jour 1. Et puis, il devient président. Bon. Le problème, c'est pour son ego d'être vice-président, même pour 3 secondes. C'est pas ce qu'il veut. Et c'est méconnaître une vieille règle dans la vie politique qui est qu'une fois qu'on a le pouvoir, même si on a promis qu'on le laissait à son ami, il n'est pas impossible que M. Vance ou que M. Rubio, élu président, finisse par dire à Trump, écoute mon coco, place aux jeunes. Absolument. Est-ce que vous avez maintenant des questions peut-être? Oui, alors il y a des micros qui vont circuler, en commençant peut-être par le professeur Bertrand Mathieu. Avec un micro. Sans du tout remettre en cause toutes les dérives trumpiennes ou trumpistes qui ont été décrites, je vais poser une question qui est un peu celle du temps long, notamment face à des spécialistes de la Cour suprême sur le temps long. Est-ce que c'est une véritable novation que les nominations soient faites de cette manière, c'est-à-dire pour soutenir les démocrates ou pour soutenir les républicains? D'autre part, est-ce que la jurisprudence de la Cour suprême n'a jamais été constructive du point de vue progressiste comme elle peut être constructive du point de vue conservateur? C'est-à-dire, en fait, est-ce que finalement, on ne peut pas avoir une analyse qui est un peu faussée, c'est-à-dire de juger la jurisprudence de la Cour d'un point de vue progressiste comme on pourrait la juger d'un point de vue conservateur? Ça, c'est une question que je pose tout le temps. Est-ce qu'il y a une véritable novation? Je ne parle pas de l'attitude de Trump, je parle de la Cour. Et je dirais en plaisantant que j'ai trouvé la remarque d'Anne Dessine sur son fantasme, qui était bien entendu une plaisanterie, de la mort d'un ou de 2 membres, était une conception extraordinairement trumpiste ou trumpienne de la politique. Anne, peut-être une réponse, puisque vous êtes... Oui, je suis mise en cause. Non, mais j'assume. Moi, je veux bien répondre à votre deuxième question, parce que c'est toute la question de l'activisme judiciaire. En France, nous avons adoré la Cour suprême sous la présidence Warren, parce qu'elle transformait enfin les États-Unis dans ce que nous voulions. Les États-Unis n'ont jamais été une démocratie, les pères fondateurs n'ont jamais voulu créer une démocratie, ils ont voulu créer une république, ils se méfiaient de ce qu'ils appelaient the mob, la populace, et tous ces mécanismes qui sont mis en place, c'est pour donner le pouvoir à un certain nombre de personnes, avec certes des contre-pouvoirs, mais le pouvoir, et c'était pas n'importe qui. Et donc, ce qu'on entend, et ce que dit Fred, ce que dit la droite actuellement, c'est qu'on ne veut pas que tout le monde vote. Ça correspond exactement à ceci. Et chère Florence, s'il n'y avait plus le filibuster, la loi qui est actuellement en discussion au Sénat, SAVE Act, qui exigerait que l'on prouve que l'on est citoyen, ce qui est souvent difficile à obtenir, y compris pour les femmes mariées qui ont changé de nom, cette loi, elle passerait tout de suite. Donc moi, je suis quand même pour garder le filibuster. Donc, pour revenir à l'activisme, là, nous avons un activisme de droite et les républicains, les conservateurs ont beau jeu de dire « vous avez réussi à modifier la Constitution hors procédure d'amendement » via ces jurisprudences, à cause de juges libéraux, progressistes, etc. Nous contentons de faire la même chose, de revenir à ce qu'ils appellent la lecture initiale, c'est-à-dire la lecture originaliste de la Constitution telle qu'elle a été adoptée en 1787, à l'époque où il y avait l'esclavage, où les femmes n'avaient pas le droit de voter, etc. etc. Mais je pense que c'est important, de même que nous, en Europe, nous sommes désespérés quand on voit le démantèlement de tout l'État-providence, les agences, etc. Mais la droite considère que cet État qu'ils appellent l'État administratif, c'est quelque chose qui n'a pas existé, qui là encore est le produit de glissements qui n'ont aucune justification juridique et qui ne se sont pas faits par la voie de l'amendement.
Quelques petites remarques sur le premier point, sur cette histoire des nominations à la Cour suprême dans laquelle je me suis plongé en détail. Oui, évidemment que la politisation des nominations est aussi ancienne que l'histoire de la Cour. Dans le choix par les fédéralistes qui vont quitter le pouvoir au moment de la première alternance en 1800, de mettre notamment à la tête de la Cour suprême le grand juge John Marshall, voué à défendre pendant 25 ans l'acquis fédéraliste face à des présidents et à des administrations qui ne sont plus de cette sensibilité-là, c'est un bon exemple. Les juges nommés par Franklin Roosevelt favorables au New Deal, qui ont complètement bouleversé, provoqué une révolution à la Cour suprême sur le point du New Deal, sur la question précise, après 40 ans de cours que l'on qualifiait de lockneriennes, qui, au nom d'une interprétation assez marquée de la liberté contractuelle et économique dans la Constitution, avait invalidé de très nombreuses lois sociales à l'échelle des États ou à l'échelle de la Fédération, et donc qui était apparue comme très à droite pendant 40 ans. Cette bascule de Roosevelt contribue à expliquer l'ère Warren des années 50 et 60, à savoir le moment où, à l'inverse, on a perçu la Cour suprême comme très à gauche. Donc qu'il y ait ce mouvement de balancier, c'est aussi vieux que la Cour suprême, en tout cas depuis la fin du XIXe siècle, de manière certaine. Après, ça n'empêche pas de considérer qu'une Cour suprême à peu près équilibrée est quand même plus vertueuse qu'une Cour suprême qui va trop dans une direction de ce type-là, quelles que soient les opinions que l'on peut avoir. Pardon. Oui. Ce qui a changé, c'est quand même le mode de sélection des juges à la Cour suprême par la Federalist Society. C'est-à-dire, ils sont très très brillants, c'est clair, mais ils sont sélectionnés parce qu'ils sont pour un pouvoir exécutif fort, un démantèlement de l'État administratif, et ils sont opposés à un certain nombre de droits, dont le droit à l'avortement. Il faut bien voir que les 3 qui ont été nommés par Trump avaient été présélectionnés. Il a littéralement sous-traité la sélection à la Federalist Society, qui est donc une organisation qui est très riche et qui a pour mission, elle a été créée en 1982 de mémoire, par des gens comme Scalia, qui ensuite est devenu juge à la Cour suprême, avec comme mission de modifier la coloration des juges et de la jurisprudence de la Cour suprême. Bon, d'autres missions, mais c'était la mission principale, et là on peut dire mission accomplie. Oui, les choses changent dans le sens que si on voit l'histoire de la Cour suprême depuis toujours, de 130 ans, il y a des ères quand on a vu la Cour comme trop progressiste. Quand j'étais jeune avocat, c'était la fin de l'ère Warren Court. Le président de la Cour suprême aux années 50-60 était Earl Warren, qui par ailleurs était un républicain, qui avait été gouverneur de l'État de Californie et candidat à la vice-présidence des États-Unis, donc un homme de la droite dans un certain sens. Mais eux, ils ont beaucoup changé et certains de ces changements persistent. Eux, ils ont totalement changé la jurisprudence qui m'intéresse dans le domaine des procédures pénales, dans un bon sens, à mon avis. Et maintenant, mais c'était pendant très longtemps la cible préférée du Parti républicain. Ils disent que eux, les juges sont trop à gauche, ils sont des communistes, ils sont n'importe quoi. Donc ils ont voté pour les présidents républicains spécifiquement pour changer la Cour. Le problème, c'est le recrutement. Ils sont là pour la vie, donc ils ne sont pas là avec un terme. Et c'est ça qu'il faut changer. Au début de la Constitution, la terme de vie était beaucoup plus court que maintenant. Donc l'idée qu'on pourrait avoir des personnes, 80 même plus âgées que ça, qui restent à la Cour, n'était pas concevable. Maintenant, on a des gens qui ne partent pas, malheureusement. Florence ? Moi, juste une anecdote, après peut-être le professeur Jeannet pourrait dire si c'est déjà arrivé avant, mais pendant la campagne donc 2020, pour l'élection en novembre 2020, je me souviens d'un débat auquel participait le vice-président Pence, dans lequel il avait dit, et c'était extraordinaire, moi j'étais arrivée depuis quelques mois à peine, et il explique, il dit au public américain, à la télévision, 4 more years mean more judges. Et c'était pas juste des juges à la Cour suprême, c'était des juges fédéraux, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que sur les 880 juges fédéraux à peu près, il y en a 490 qui ont été nommés par des présidents démocrates et 390 par des présidents républicains. Donc il n'y a pas que l'équilibre à la Cour suprême. Mais effectivement, je ne sais pas si dans le passé,
des candidats à l'élection présidentielle américaine tenaient ce genre de propos. Et le Parti démocrate s'est mis à tenir des propos similaires. Et Joe Biden, pendant son mandat, en 4 ans, il a nommé, je crois, 236 juges, ce qui est énorme en 4 ans, énorme. La plus grande des premières décisions de la Cour suprême qu'on enseigne tous en première année de droit constitutionnel, c'est la décision Marbury versus Madison. Marbury versus Madison, au fond de cette affaire, qui est l'affaire à l'occasion de laquelle la Cour suprême a, dans le silence apparent du texte constitutionnel, décidé qu'elle avait le pouvoir de contrôler la constitutionnalité des lois, pour dire les choses rapidement. Eh bien, l'affaire au cœur du litige, eh bien, c'est une histoire de nomination des fédéralistes qui, juste avant de partir, à la dernière heure, voulaient nommer des juges fédéraux avant que les Jeffersoniens arrivent au pouvoir. Donc, si j'ose dire, c'est une affaire très ancienne. D'autres questions, peut-être le professeur Danny Cohen. Merci. Je voulais poser une question à Madame Désine, mais aussi à notre citoyen américain. Vous avez parlé du peu de résistance au Congrès. Est-ce que les républicains qui offrent si peu de résistance, c'est par servilité envers Trump, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Est-ce qu'il y a une interprétation qui permet, parce qu'au fond, c'est leur propre pouvoir qu'ils sont en train de renier? Alors la réponse est malheureusement très simple. Aux États-Unis, dans les 3/4 des élections à la Chambre, l'élection qui importe, c'est l'élection primaire. Parce que le découpage électoral est tellement partisan que lorsqu'on est candidat dans telle circonscription, on sait qu'elle est rouge ou qu'elle est bleue. Donc, l'élection qui compte, c'est la primaire. Et les élus à la Chambre savent très bien que s'ils osent lever le petit doigt contre Trump, celui-ci va susciter une candidature d'un trumpiste fidèle qui va les détruire grâce à l'argent de la Federal Society et des autres lors de l'élection primaire. Donc ils s'accrochent à leur poste et c'est au détriment, effectivement, des pouvoirs, des prérogatives du Congrès. Oui. Quand on voit les sondages, on voit que le niveau de soutien publiquement pour Trump, c'est environ 35%, qui est très bas. Et donc on dit, c'est très bas, donc on va changer. Le problème, c'est que 35%, c'est une majorité des votes républicains. Et eux, ils sont presque un secte, un culte. Et donc, dans les primaires, comme dit Anne, Trump peut dire à n'importe quel républicain, attention, si tu fais quelque chose qui ne me plaît pas, moi, je vais soutenir votre opposé. Et donc, ils disent oui, monsieur, ça y est. Des questions, monsieur? Un micro, peut-être. Tenez. Merci. Je voudrais poser une question à Anne et à Fred sur les midterms. Êtes-vous inquiet sur la façon dont ces élections vont se tenir? Parce qu'on imagine bien que Donald Trump va faire tout ce qui est possible ou impossible pour biaiser les résultats, de la façon dont les élections sont organisées, qui peut voter, jusqu'au refus des résultats. Et donc, est-ce qu'il a les moyens, finalement, de biaiser ces résultats? Et compte tenu de toutes ces transgressions précédentes, pensez-vous qu'il va vraiment le faire? Je commence. Oui, c'est une très bonne question. Je parlais de la loi qu'il essaie de faire adopter en demandant aux républicains de mettre fin au filibuster qui exigerait la preuve de citoyenneté. Il a d'abord essayé de le faire par voie de décret. Ça a été retoqué par le juge, donc il s'est dit, là, je vais demander un peu d'aide au Congrès. Et il a admis, c'était il y a 2 jours, il a dit, si la loi Save Act est votée, nous gagnerons les élections. Donc il est bien conscient que, en l'état actuel des choses, compte tenu du mécontentement à cause de l'inflation, à cause des guerres, il s'est quand même fait élire dans un message « je ne ferai plus de guerre », moi j'ai compris qu'il ne fallait plus aller au Moyen-Orient, etc., qu'à l'heure actuelle, ils sont pratiquement certains de perdre la Chambre des représentants. Donc, il a essayé aussi de demander aux États de communiquer leurs listes électorales, avec l'idée que, sans doute, les petits gens de Musk, avec de l'intelligence artificielle, purgeraient les listes de façon à peut-être purger plutôt tous ceux qui ont un nom un peu espagnol, hispanique, etc., de façon à réduire le vote démocrate. Donc il y a en fait plusieurs tactiques. Il y a une tactique qui vise à rendre le vote plus difficile, donc limitation des nombres de jours de vote anticipé, fermeture de bureaux de vote dans les quartiers plutôt noirs et hispaniques,
lutte contre le vote par correspondance. Et là, les républicains ne sont pas très contents parce qu'il y a aussi des républicains qui votent par correspondance, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle voting suppression. Mais il y a aussi ce qu'ils appellent election subversion, c'est-à-dire qu'ils ont, et ça c'est déjà fait, placé au poste clé de Secretary of State en charge des élections, non plus des personnels administratifs compétents, mais ce qu'il appelle des fidèles, des loyaux. Donc ce qui s'est passé lorsque, par exemple, le Secretary of State, à qui Trump avait demandé de lui trouver 11 780 voix supplémentaires, c'est, comment il s'appelle, Raffensperger, a refusé, il faut penser que dans une situation similaire, les nouveaux en place vont effectivement tripoter les bulletins et trouver les 11 000 voix. Et puis, il ne faut pas oublier que dans le déploiement de la garde nationale, des troupes, etc., il y a très certainement l'idée d'acclimater les Américains à l'idée que c'est normal d'avoir des gens en armes qui patrouillent dans les rues des principales métropoles. Et il est à craindre, et c'est une crainte que beaucoup ont en tête, qu'il y ait effectivement des troupes autour des bureaux de vote, ce qui est totalement interdit par la loi, mais ce qui est une hypothèse pas impossible. Là où Trump est vraiment un maître, c'est l'idée de projection, dans le sens qu'il accuse ses opposants de faire exactement ce que lui, il fait. Donc, il a dit maintes fois, l'élection de 2020, c'était une fraude, et aucune preuve de ça. Mais il utilise cette idée d'une fraude électorale pour attaquer le droit des citoyens à voter. Spécifiquement, il crée l'idée qu'il y a beaucoup d'immigrants qui ne sont pas citoyens, qui veulent voter contre lui. Ce n'est pas exactement le cas. Les immigrants qui sont là sans papier, en général, ne s'inscrivent pas pour voter parce qu'ils veulent rester sous le radar. L'idée de se mettre sur une liste où c'est visible, ça ne se fait pas. Donc, ce matin aux États-Unis, on a demandé à Mike Johnson, qui préside la maison, « Monsieur, est-ce que vous avez des chiffres, le nombre de personnes qui ont voté, qui n'avaient pas le droit ?» Il a dit « Pas tout de suite, je reviens dans un peu. » Donc, il n'y a aucune preuve d'une fraude massive. Oui, le Brennan Center qui a fait des études, alors le chiffre c'est 0,000, donc il y a au moins 3 zéros, c'est-à-dire que sur les millions d'électeurs qui ont voté, ils ont réussi à trouver 12 ou 13 qui effectivement ont voté, sans doute pas d'ailleurs par mauvaise intention, sans vraiment... Mais effectivement, c'est très important, mais c'est pas récent, ça ne date pas de Trump. Les républicains, dont j'ai dit qu'ils ne voulaient pas que tout le monde vote, depuis les années 70, insistent sur le fait qu'il y a de la fraude. Alors maintenant, c'est de la fraude essentiellement par les sans-papiers, mais toujours une fraude électorale, de façon à jeter le discrédit sur le processus électoral et sur le résultat des élections. Une autre question, pardon monsieur. Monsieur. Oui, merci. Je me présente, je suis Sylvestre Lode-Marsac, je suis avocat, mais également président élu de l'Union internationale des avocats. Et j'ai une précision et une question. Une précision dans le cadre de la procédure que vous évoquez, initiée par les 4 cabinets d'avocats qui ont saisi le juge pour contester les executive orders. Il y a eu une amicus curiae qui a été faite par l'Union internationale des avocats pour souligner et expliquer l'importance de l'indépendance de l'avocat dans de très nombreux pays. Et le juge a suspendu, a pris une summary judgment pour suspendre l'executive order. Il y a eu un appel fait par l'administration Trump, qui a ensuite, il y a une consolidation des 4 procédures. L'administration Trump a annoncé qu'elle allait se désister de son recours, et finalement, sur l'intervention de Trump, elle a maintenu son appel. Donc c'était cette précision qui me semble importante. Et j'ai une question également sur, disons, l'importance du juge pour les Américains. Est-ce qu'il y a encore, dans leur esprit, y compris chez les électeurs de Trump, l'idée que le recours au juge reste essentiel et reste le meilleur garde-fou de, je ne sais pas si on peut dire l'état de droit, mais en tout cas d'une certaine démocratie. Enfin, tout ce qui concerne ces
ordre exécutif par rapport avec les cabinets d'avocats. Et ça, c'est le monde que je connais. J'ai été membre d'un certain nombre de ces cabinets. Alors, il y a maintenant 4 catégories de cabinets. Il y a 4 qui contestent devant les tribunaux, et jusqu'à présent, ils ont tout gagné. Et il y a des décisions des juges qui disent que c'est aberrant, c'est total. Donc, ça se fait 4. Il y a 9 qui ont déjà transigé d'une manière humiliante, à mon avis. Donc, il reste beaucoup d'autres. Il y a un certain nombre qui ont signé des mémorandums amicus curiae en faveur de ces 4 cabinets. Donc, il y a une trentaine, quarantaine de cabinets. Il y a beaucoup qui disent, bon, je ne fais rien. Je vais voir ce qu'on arrive. Je ne veux pas être dans la discussion. Et à mon avis, c'est lâche. Mais l'American Bar Association aussi avait donné un amicus curiae. Et c'est important parce qu'il y en a de plus en plus. Ce sont des pétitions qui peuvent être fournies, apportées à la Cour, qui sont déposées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas parties au contentieux, mais qui estiment que c'est un sujet suffisamment important pour eux pour qu'ils apportent leur grain de sel. Et ces pétitions amicus curiae sont toujours extrêmement motivées, extrêmement intéressantes, et dans le cas des cabinets d'avocats, intéressantes. Mais c'est aussi un autre signe de la polarisation des juridictions fédérales et de la Cour suprême. Il y a de plus en plus de ces pétitions. Je crois qu'il y en a eu 1000 en 2025, et dans les affaires les plus sensibles, il y en a une centaine. Donc le juge Breyer était content à l'origine, il disait « mais c'est bien, vous savez, on n'est pas spécialiste, on ne peut pas tout savoir, cela nous apporte des éléments ». Mais pour ceux qui disent « mais quand même, ils n'ont pas grand-chose à faire, ils ne rendent que 56 décisions », pour chaque décision, ils ont des milliers de pages à lire, dont les pages d'amicus curiae. Sur la confiance et l'aura des juges, c'est un peu l'objet de votre question. Le Pew Research Center a très régulièrement fait des sondages sur la confiance qu'ont les Américains en leur justice. Et actuellement, cette confiance est à des niveaux historiquement assez bas. Un petit peu plus de 50%, et à l'intérieur, il faudrait aller voir sur leur site, c'est très détaillé, à l'intérieur, c'est très polarisé là encore, la confiance, c'est extrêmement polarisé, donc voilà, mais en tout cas, c'est un souci, je crois, pour le Chief Justice Roberts, que de maintenir la confiance et la légitimité de la Cour suprême. Et pour le Chief Roberts, mais pas que d'ailleurs. Et d'ailleurs, je crois, alors il y avait eu récemment, il y a un journaliste américain qui a travaillé sur les relations au sein des trois du trio progressiste, voilà, libéral dans le sens américain du terme, à la Cour, et qui révélait, bon alors c'est un peu du ragot, hein, mais que Elena Kagan était inquiète ou en tout cas pas forcément d'accord avec les prises de position assez vigoureuses et l'écriture, le style très vindicatif de sa collègue, la dernière arrivée, la juge Ketanji Brown Jackson. Et voilà, mais ça révèle que chez les juges de la Cour suprême, mais pas que d'ailleurs, il y a quand même ce souci de ne pas donner l'image d'une justice qui fait de la politique. Laurent Cohen-Tanouji, qui était à cette table, qui a demandé la parole, et qui était il y a un an ici. Donc, pardon. Merci. Pendant qu'il s'installe, il y a un professeur de droit qui s'appelle Cass Sunstein qui a inventé une expression qui me paraît importante, qui est « the expressive function of the law », et qui considère que quand les juges minoritaires écrivent ces opinions dissidentes et parfois les lisent à haute voix, c'est aussi pour marquer le point du droit, pour montrer l'ampleur de leur désaccord. Et il faut se rappeler qu'il y a certains arrêts importants, dont Brown versus Board, qui sont fondés sur des opinions dissidentes. Donc Kagan est un peu inquiète, je partage entièrement, mais c'est peut-être pas mal que les deux autres, Sotomayor et Jackson, écrivent ce que font les juges de la majorité pour détruire et la Constitution et le système institutionnel. Merci Laurent. Oui, moi je voulais dire que je suis juste un tout petit peu moins pessimiste que vous quand même sur la résilience de l'état de droit aux États-Unis aujourd'hui.
D'une part, comme vous l'avez rappelé, la plupart des recours contre l'administration Trump ont été couronnés de succès devant les juridictions fédérales de première instance et souvent d'appel. Les recours d'urgence à la Cour suprême représentent une petite minorité de ces décisions favorables aux requérants. Donc, même si la plupart de ces recours d'urgence ont été favorables à l'administration, ça représente une proportion assez faible de l'ensemble des recours. La décision sur les tarifs douaniers, la première décision de fond de la Cour suprême depuis la réélection de Trump, et que cette décision est vraiment très importante, puisque 3 juges conservateurs, dont 2 nommés par Trump, se sont ralliés à la majorité. Donc je pense que la situation, en tout cas la résilience de l'état de droit par l'institution judiciaire n'est pas quand même si mauvaise que ça aujourd'hui. Merci beaucoup. Il y avait aussi une question du bâtonnier Burguburu et une question de madame. Vous pouvez commencer par madame. Je voulais savoir s'il y avait des fissures qui commençaient à apparaître au sein de l'administration américaine de Trump. Et est-ce que, si effectivement il perd les élections de mi-mandat, est-ce qu'il va reconnaître le résultat? C'est une bonne question. Et prendre une troisième question comme ça, parce que le temps file, du bâtonnier Burguburu, qui a demandé la parole. Oui. J'avais une question plus globale. Nous avons déjà examiné la question il y a 1 an. Nous l'examinons aujourd'hui. En tenant compte de ce que État de droit et rule of law, ce sont 2 situations, 2 concepts voisins mais différents. Est-ce qu'on peut quand même répondre à la question, soit du point de vue américain interne, soit du point de vue des observateurs européens que nous sommes, les États-Unis sont-ils encore un État de droit? Ou pratique-t-on encore vraiment le respect de le rule of law aux États-Unis? C'est la question pour conclure, peut-être. Merci pour ces 3 questions, remarques. Qui se lance? Fred? J'y vais. Tu vas? Alors, sur la question de Jean-Marie Burguburu, est-ce que c'est toujours un état de droit? Oui, mais dans le sens que on est sous attaque, dans le sens que ça risque de changer assez rapidement, et il faut continuer la bataille. C'est une bataille en faveur des principes juridiques fondamentaux. Donc, c'est toujours, on n'est pas encore là. Moi, j'ai publié un petit article il y a quelques semaines, est-ce que nous sommes devenus une république bananière? Et la réponse n'est pas encore, mais revenez. Oui, certains parlent de... Les États-Unis sont maintenant une démocratie électorale, c'est-à-dire que, comme dans certains pays, il y a des élections, elles vont être plus ou moins trafiquées, on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Quant à l'acceptation de ces élections, il faut bien voir que toutes les attaques actuelles, toutes ces accusations de fraude n'ont qu'un seul but, permettre de décrédibiliser le résultat des élections quand les démocrates auront gagné, si les démocrates gagnent. Et donc là, ce sera compliqué. Nous n'avons pas eu cela en 2024 parce que Trump l'a emporté assez facilement, mais beaucoup d'entre nous craignaient des semaines et des semaines de procédure, et je pense que nous risquons d'avoir cela après les élections de 2026, avec le bémol que je mentionnais, c'est que ce ne seront plus nécessairement des personnels indépendants et qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va se passer devant les tribunaux. Et les fissures dans l'administration, la guerre d'Iran est en train de jouer un rôle. Là, demain, je vais participer à une émission. Et ce que je vais dire, c'est que les Républicains et Fox News sont derrière le président, mais les fissures, ce sont les podcasteurs, ce sont les Joe Rogan, etc., qui disent non, ça ne va pas, vous vous êtes fait élire sur un message non-guerre et vous ne vous occupez pas des Américains. Quant aux démocrates qui n'ont pas de bon message pour le moment, le message c'est de pointer du doigt les responsabilités pour que ceux qui ont des problèmes d'affordability, de coût de la vie, sachent que c'est dû aux politiques républicaines, aux baisses d'impôts des républicains, et là ils auront peut-être un message. Mais c'est vrai, on se demande, parce que je dis là, c'est évident, je veux dire, il n'y a pas besoin de sortir de Centrale pour le dire, mais on dirait que le Parti démocrate n'est pas en mesure de proposer ce message de base. Merci Florence. Je pense que Fred, oui, mais je crois Fred a dit tout à l'heure, a rappelé que 95% des décisions judiciaires sont rendues par des juridictions étatiques. Et je rappelle que les systèmes judiciaires étatiques ont aussi leur propre Cour suprême étatique, qui rendent des décisions qui disent des choses sur l'état de droit. Donc voilà, moi
Et finalement, beaucoup de sujets dont on parle, je mets à part le sujet immigration qui, pour le coup, touche des personnes vraiment dans leur quotidien, mais les sujets droits de douane aussi, ça touche les tarifs, etc. Mais finalement, l'Américain aujourd'hui, au fond de l'IDAO, finalement, il y a beaucoup de sujets dont on parle aujourd'hui qui le préoccupent assez peu. Et lui, je pense qu'il n'a pas l'impression que sa vie a changé et que tout d'un coup, il a l'impression de ne plus vivre dans un état de droit. Merci. Une dernière intervention très brève de Fred. Une petite dernière chose. L'année dernière, on a eu une discussion autour de cette table avec Laurent. Et juste après, j'ai eu le bonheur de passer 1 heure avec Laurence Hermite et notre ami commun Antoine Carbon. Et on a eu une conversation d'1 heure sur une de ses émissions. Et à la fin, j'ai dit à Antoine, est-ce que je peux avoir 2 secondes avec tes écouteurs? Et je leur ai dit, et je vous dis la chose suivante, on a besoin de vous. Dans le sens qu'il faut maintenant, à mon avis, une sorte de plan Marshall à l'inverse intellectuel. Dans le sens que vraiment on tourne vers vous en Europe et il faut que vous ayez une voix commune, il faut avoir la confiance de dire non à Trump quand il fait des bêtises qu'il fait tous les jours. Donc vraiment c'est plus le vieux continent, c'est l'avenir, vous ici en Europe. Donc vraiment je tourne vers vous. Merci Fred. Un Américain à Paris est l'un des meilleurs. Merci. Et on arrive au terme de cette conférence, cher Président. Je vous donne la parole. Écoutez, je pense qu'il faut qu'on aille nous rafraîchir au cocktail parce qu'on est un peu abattus avec tout ce qu'on a entendu. Non, mais écoutez, merci beaucoup parce que c'est vrai que l'année dernière, quand on avait vu cette première conférence, on n'avait jamais imaginé ce qu'allait se passer. Je pense que si nous refaisons une conférence l'an prochain, genre les États-Unis après les midterms, parce que je pense que c'est un point, je ne suis pas sûr qu'on a envisagé tout ce qui va se passer d'ici là. Donc, je n'irai pas plus loin dans la perspective, dans les prospectives. Merci encore à nos intervenants parce que, sincèrement, vous nous avez apporté un éclairage, alors qui n'est pas facile, parce qu'il faut reconnaître que c'est compliqué. Merci Fred de donner cet éclairage américain qui est important, parce que c'est vrai que les Français, on voit nous, ça de notre côté, mais que pensent aussi les Américains de la situation? Et ça, c'est quand même aussi important. Merci encore d'être venus. Merci, chers amis. Nous allons nous rafraîchir. Et puis, peut-être que l'an prochain, on va se revoir sur justement une 3e conférence pour voir comment ça se passe. Merci encore et à bientôt.